Je s'appelle Groot à toutes et à tous, ici Gwen et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo du bilan 2025 on va dire, voilà, que j'ai commencé avec le bilan de la chaîne entre guillemets, ensuite top et flop série, top film, flop film et du coup aujourd'hui disons le reste des films dont je n'ai pas parlé dans mes tops et dans mes flops. Donc je vais parler de 47 films dans ces vidéos car du coup j'ai vu 67 films, donc moins 10 des tops, moins 10 des flops. Ça fait 47. Et avant de rentrer dans les critiques de films, je voulais parler de l'année en général, car je l'ai trouvée au mieux moyenne, au pire très mauvaise. Pour vous donner une idée, chaque année du coup je fais un top 10 et un flop 10, parce que ça donne un cadre entre guillemets d'en donner 10. Mais par exemple l'année dernière, si je ne me limitais pas à ce cadre de 10, j'aurais fait peut-être un top 8 films. Voilà, les deux films, mon 10e film et mon 9e film, qui étaient Transformers 1 et Blink Twice, si je dis pas de bêtises, c'est des films que j'ai beaucoup aimés, mais que j'aurais pas forcément mis dans mon top. Et aussi mon flop film 2024, j'en aurais mis que 5. Voilà, sur les 10, j'en aurais mis que 5, car les autres films, ce sont des films que j'ai pas aimés, et que j'ai pas détesté non plus. Il y a juste les 5 premiers que j'ai vraiment détestés. Cette année, pour le coup, j'aurais fait, je pense, un top 6. Voilà, pareil, vous pouvez aller voir la vidéo, voir les 6 films que j'ai vraiment adorés, mais les 4 autres films, ce sont des films que j'ai bien aimés. Mais si je m'imposais pas ce cadre de 10 vidéos, je pense que c'est des films que j'aurais pas mis dans la vidéo. Et par contre, le flop film, pour le coup, je pense que j'en aurais mis peut-être 11 ou 12. Voilà, on va revenir du coup dessus dans cette vidéo, mais vous verrez qu'il y a des films que j'ai vraiment détestés, mais vu que je me cantonnais à ce truc de 10 films, je les ai pas mis dans mon flop. Et même en général, au-delà des tops et des flops, il y a pas mal de films où j'étais en mode, ok, c'est ok. Vous le verrez, de toute façon, je m'excuse d'avance, mais je pense qu'il y a pas mal de films où je suis en mode, c'est pas désagréable, mais c'est pas excellent et voilà, c'est pas des films qui m'intéressent de fou. Je pense qu'il y aura plein de films comme ça, donc je m'en excuse par avance. Du coup, nous pouvons commencer, à savoir que du coup, j'ai trié les films par ordre de sortie. J'estimais que c'était le plus simple. Donc, s'il y a plus ou moins des films qui vous intéressent, allez voir les timecodes dans la description pour aller voir les films dont vous voulez entendre parler. Et nous pouvons commencer du coup avec le mois de janvier, Un ours dans le Jura. Et écoutez, c'était bien. Étonnamment, c'était bien. Je ne m'attendais pas à ce que un film réalisé par Franck Dubosc, avec Franck Dubosc, soit un de mes films français préférés de l'année. Vraiment, j'ai passé un très bon moment devant Un ours dans le Jura. En plus, le truc le plus fou, entre guillemets, c'est que du coup, c'est un thriller. Et c'est l'un des rares thrillers français devant lequel j'ai eu peur. Enfin, peur, entre guillemets, vous voyez, mais devant lequel j'ai toute cette tension, devant lequel vraiment je m'inquiétais de ce qui allait se passer pour nos personnages. Parce que d'habitude, les thrillers français, je trouve ça très mauvais. Je trouve que t'as aucune tension, je trouve ça vraiment ennuyant. Enfin, c'est vraiment les trucs clichés de on va filmer un personnage pendant 5 minutes, il va rien faire et on va mettre une musique un peu stressante par-dessus. Voilà, ça c'est de la tension. Bravo les mecs. Mais du coup, les thrillers français, ouais, j'ai énormément de mal avec. Il y a que, j'ai oublié le nom, mais celui qui a sorti Gourou récemment, voilà, qui avait fait Boîte Noire et Vision, qui étaient des films que j'avais bien aimés, voilà, Gourou aussi par ailleurs, mais voilà, devant lequel vraiment je suis stressé et tout ça, c'est très rare un film français qui me met sous tension. Et Un ours dans le Jura a réussi. Alors que pourtant en plus c'est une comédie avant d'être un thriller. Mais je trouve que ça marche très bien, car du coup, l'histoire du film, ça va être le personnage de Franck Dubosc qui va avoir un accident et qui va, sans faire exprès, tuer les gens. Sauf qu'il va trouver un sac de billets dans le coffre. Donc, il va avoir tout un dilemme de est-ce que on cache ce meurtre et on garde l'argent pour nous, ou est-ce que on va à la police normalement comme on devrait le faire. Du coup, il va en parler à sa femme et ça va être tout le long du film où savoir qu'est-ce qu'il faut et tout ça. Et tu vas avoir du coup une tension aussi parce que le chef de la police va avoir des soupçons sur eux, alors que c'est un ami, c'est vraiment le flic de campagne qui connaît tout le monde. Enfin, c'est vraiment dans le Jura, voilà, donc tout le monde se connaît, voilà, c'est un petit village comme ça, qui est d'ailleurs interprété par Benoît Poelvoorde, qui, pareil, n'est pas un acteur que j'aime trop, et ouais, j'ai vraiment bien aimé, j'ai vraiment trouvé que ça maîtrisait parfaitement l'équilibre entre t'as peur pour nos personnages, t'as peur qu'ils se fassent attraper, et en même temps, ça te fait rire, tu vas vraiment avoir des séquences très drôles. T'en as une, notamment une séquence que j'ai beaucoup aimée, c'est qu'ils vont faire un trou dans le mur, et va y avoir le policier qui va arriver, et donc ils vont devoir se cacher le trou dans le mur. Et du coup, genre ils vont être comme ça en mode salut, ça va? Comment tu vas? Oui, ça va? Non, mais je trouve que c'est très bien d'avoir la main là, oui, c'est totalement normal. Enfin, voilà, un truc complètement absurde. Tu vas avoir du coup un humour assez noir dans le film, car tu vas avoir des personnages qui vont avoir des réactions pas
normal entre guillemets, car ils n'auront aucune empathie pour les gens qu'ils ont tués ou quoi que ce soit. Enfin, ils vont avoir un peu de ah merde, mais genre comme si que je sais pas, comme si qu'ils avaient cogné une voiture ou je ne sais quoi. Vraiment, c'est des réactions auxquelles tu t'attends pas et qui vont être du coup assez drôles en rupture, et tu vas tout de même garder cette tension pendant tout le film. Donc ouais, Un ours dans le Jura, c'était vachement bien et je vous recommande franchement ce film. Il est très bien. Ensuite, La chambre d'à côté, du coup, le nouveau film de Pablo Almodovar. Je m'en fiche de ce film. Vraiment, ça fait partie des films que j'ai vus et je n'ai rien ressorti devant ce film. C'est pas positif, pas négatif, rien. Alors, il y a des choses intéressantes, car du coup, ça va être l'histoire d'une femme qui veut se suicider, mais qui juste ne sait pas quand, donc elle va se procurer une pilule, voilà, pour se tuer. Elle sait pas quand elle va le faire, du coup, elle invite une amie, entre guillemets, pour vivre leur dernier moment ensemble. Et t'as cette tension, entre guillemets, de savoir, mais quand ça arrivera, quand elle se tuera. T'as des thématiques intéressantes, hein, je veux dire, sur la mort et tout ça, sur l'amour, sur voilà, tout ce questionnement que t'arrives, entre guillemets, quand t'approches de tes derniers jours. T'as aussi une image intéressante, je veux dire, parce que va du coup avoir, comme on le voit sur l'affiche, pas mal de contrastes entre les couleurs, des couleurs assez vives et tout ça qui vont vraiment faire ressortir nos personnages et tout. Va avoir aussi des belles perspectives dans le film, voilà, des personnages en arrière-plan et tout. Ça va être assez beau et tout ça, mais vraiment, devant le film, je m'en fichais, mais j'ai vu le film, je l'ai oublié, je pense, 30 secondes après. C'est pas un film que je vous déconseille, car je pense que ça pourra plaire à certaines personnes, et je pense que c'est un bon film, mais vraiment, personnellement, le vide absolu devant ce film. Ensuite, Back in Action, c'est un film d'action Netflix. C'est toujours la même chose. Voilà, c'est pas un mauvais moment, voilà, c'est pas désagréable, mais aucun effet devant ce film, encore une fois. C'est comme les vidéos de MrBeast ou quoi que ce soit, c'est... Tu passes pas un mauvais moment devant, mais juste, y a rien, quoi. Genre, c'est vide, t'as aucune substance, t'as des scènes d'action qui sont cool, tu vas passer un bon moment devant, mais je pourrais pas te ressortir une scène d'action du film. Enfin, si, je crois que t'as un truc, et encore je confonds peut-être avec un autre film d'action que j'ai vu, mais t'as un truc avec des douves, parce qu'ils vont être dans une ville où du coup tu vas avoir un niveau d'eau en dessous et du coup tu vas avoir un barrage et ils vont devoir lever ce barrage et tout ça, et il va y avoir une tension par rapport à ça, ou je ne sais plus. Je veux dire, c'est tout ce que t'attends dans un film d'action Netflix, c'est ni bon ni mauvais, c'est là, ça te fait passer 2 heures, c'est un film d'action Netflix, quoi. C'est tout ce que c'est tout ce qu'il y a à dire sur ces films. Suivant, Sing Sing, du coup l'un des films qui est en compétition pour les Oscars l'année dernière. Et écoutez, c'est assez compliqué à parler de ce film, car d'un point de vue scénario, c'est excellent. C'est vraiment très bien écrit, parce que du coup ça va raconter l'histoire de prisonniers, en fait, notamment d'un prisonnier en particulier qui était auteur de théâtre et qui va vouloir créer un groupe de théâtre dans une prison, et du coup tu vas avoir tout un discours derrière sur la liberté que tu dois avoir en prison, à quel droit tu dois avoir. Tu vas avoir tout un discours derrière tout ça. Aussi, tu vas avoir des personnages du coup particuliers pour lesquels tu vas développer de l'attachement. Donc d'un point de vue scénario, tu vas avoir une construction vraiment intéressante. Les acteurs aussi vont être très bons, que ce soit Coleman Domingo, le second acteur, je sais plus comment il s'appelle. Il me semble que t'as que ces deux acteurs-là qui sont entre guillemets des vrais acteurs d'Hollywood et tout. Sinon, les autres acteurs du film, ce sont des prisonniers en fait. Ce sont des personnes, voilà, qui sont en prison, parce que du coup le film c'est l'adaptation d'une histoire vraie, c'est vraiment une histoire qui s'est passée. Du coup je ne sais pas si ce sont les acteurs qui jouent leur propre rôle entre guillemets 10 ou 20 ans après, ou si ce sont d'autres acteurs, mais ils sont vraiment très bons, et t'en as même un qui m'a mis les larmes. T'as vraiment une scène, un qui va avoir un monologue, et ça m'a mis les larmes à quel point c'était puissant, à quel point il jouait bien. J'étais vraiment à fond, et justement à la fin du film, quand j'ai découvert que en fait c'était entre guillemets pas un vrai acteur, enfin je veux dire c'était un prisonnier qui du coup voilà fait de l'acting et tout, j'étais vraiment bluffé et je l'ai vraiment trouvé excellent. Même en termes de mise en scène, voilà, c'est assez classique entre guillemets, parce que tu vas avoir du coup beaucoup de caméra à épaule pour être au plus proche de ces personnages et tout ça. C'est assez classique mais c'est bien fait. Mais pour moi le vrai problème du film, c'est le rythme. T'as un vrai problème de rythme. J'ai vraiment eu du mal à rester dans le film. J'ai réussi à rentrer dedans, voilà, parce que je trouvais l'histoire passionnante, intéressante et tout, mais j'avais tellement de mal à rester dans ce film, à rester impliqué dedans. Je ne saurais pas comment décrire exactement ce qui s'est passé et tout, mais vraiment c'était assez compliqué. Je ne pourrais même pas décrire vraiment pourquoi exactement, qu'est-ce qui va pas, si c'est dans le montage, si...
Je ne sais pas, mais j'ai vraiment le souvenir d'avoir passé un mauvais moment devant le film. Entre guillemets, pas un mauvais moment, un moment compliqué. Voilà, c'était dur de rester dedans. Je suis contente quand même d'être resté dedans et tout ça et d'avoir pu profiter de cette histoire parce que c'était vraiment passionnant. Mais ouais, t'as un vrai problème de rythme. Même moi qui l'ai vu dans les meilleures conditions, c'est-à-dire au cinéma, j'ai eu du mal à rester dedans. Donc à la maison, quand t'as tendance souvent à aller sur ton téléphone dès que ça t'intéresse un peu et tout ça, je pense que c'est compliqué. Essayez, hein, franchement ça coûte rien et encore une fois c'est vraiment intéressant, mais ouais c'était compliqué. Ensuite, Imparfait Inconnu, encore une fois un film qui était en lice pour les Oscars, et pareil, encore une fois un film qui m'a fait pas beaucoup d'effets. J'ai pas passé un mauvais moment devant, mais je m'en fichais un peu. Du coup, ça nous racontait l'histoire de Bob Dylan. Au moins, ce film, c'est pas juste une succession de scènes pour te faire tous les chapitres de la vie de Bob Dylan. C'est un vrai film, c'est que sur 2-3 ans, je crois, c'est 2-3 premières années, son début de carrière en fait. Et du coup, t'as l'impression de voir un vrai film qui va te raconter l'histoire d'un personnage qui se trouve être Bob Dylan. C'est déjà ça en plus par rapport aux autres biopics qu'on a pu avoir comme Bohemian Rhapsody ou Back to Black. J'ai totalement été passif devant ce film. Même la réalisation, je veux dire, c'est réalisé par James Mangold, qui est notamment connu pour avoir fait Logan. C'est pas un branquignol, c'est pas un yes man, c'est pas... Je veux dire, c'est quelqu'un qui est vraiment doué et c'est pas mauvais, mais c'est juste que c'est là. Je crois que t'as une ou deux scènes où je m'étais dit, ah ok, t'as telle idée qui est plutôt intéressante, mais je m'en souviens même plus honnêtement. Je me souviens juste m'être fait cette réflexion. Mais vraiment, ce film, bah encore une fois, aucun intérêt. Après, peut-être que c'est aussi parce que je suis pas fan de Bob Dylan, mais justement, je veux dire, c'est aussi ça qui était intéressant dans ce film, c'est que ça te racontait l'histoire d'une vraie personne, d'un vrai personnage, pas juste je vais vous faire la vie de machin. Non, c'est une vraie histoire. C'est vraiment, ça veut te raconter quelque chose, ça veut te dire quelque chose. Du coup, même si t'es pas fan de Bob Dylan, tu devrais aimer ce film et non, ça n'a pas été le cas pour moi, donc je sais pas. Encore une fois, c'est pas un film que je vous déconseille, mais juste personnellement, ouais, je m'en fiche. Donc, vous pouvez essayer si vous voulez, voir ce que vous en pensez. Dernier film de ce mois de janvier, Une nuit au zoo. Et j'ai adoré ce film. J'ai vraiment adoré ce film. J'ai trouvé vraiment bon en fait. Et je m'y attendais pas parce que ça faisait partie de ces films que je vais voir avec ma soeur pour faire plaisir à ma soeur. Alors qu'ils me donnent pas envie. Souvent, vous pouvez aller voir mes flops. C'est des films pour enfants, pas très intelligents, qui prennent les enfants pour des débiles, ce que je déteste. Et c'est tout le contraire de ce film. Je veux dire, dans le principe, ce film, c'est un film d'horreur pour enfants. Et ça respecte bien ça. Je veux dire, c'est pas juste dans l'idée, c'est vraiment tout le long du film, ça va être un film d'horreur pour enfants. Et vraiment, j'ai kiffé. Je trouve que ça marche extrêmement bien. Je trouve qu'il y a vraiment des scènes qui font peur, entre guillemets, des scènes dans lesquelles tu vas être sous tension. Après, c'est peut-être parce que aussi je suis une véritable flippette et que j'aime pas trop les films d'horreur, donc un film d'horreur pour enfants, entre guillemets, qui fait pas trop peur non plus, c'est plutôt adapté à moi, c'est peut-être pour ça que j'ai autant aimé ce film, mais vraiment, je trouvais que ça marchait super bien. T'as vraiment des trucs drôles dans ce film, t'as vraiment des trucs qui te font peur, t'as des références aussi, on a quelques-unes à Alien, je me souviens notamment d'une où tu vas avoir une référence, vous savez, à la deuxième bouche de l'alien. T'en as une autre aussi, je crois, à un moment, mais je m'en souviens plus. Et je pense que t'as plein de références que je n'avais pas parce que je suis pas une grande fan de films d'horreur, encore une fois, donc j'en ai pas vu énormément dans ma vie. Mais ouais, je trouve que c'est un film qui marche extrêmement bien dans son idée. Les personnages sont aussi très attachants, donc honnêtement, je vous recommande Une nuit au zoo. Et j'en suis la première étonnée à dire ça. C'est vraiment un très bon film. Passons au mois de février avec Paddington au Pérou. Et j'ai été un peu déçu. J'ai été un peu déçu parce que j'aime beaucoup les deux premiers Paddington, notamment le deuxième, qui est un film que j'adore, qui est, je trouve, hilarant. Et ce troisième film, il est sympa, mais il est sympa. C'est-à-dire que là où les deux premiers films, c'est vraiment des films que j'adore, vraiment des films que je regarde en boucle, entre guillemets, avec ma famille, c'est vraiment des films, voilà, que je trouve hilarants, plein d'idées et tout. Ce troisième film, je l'ai trouvé sympathique, mais je trouve qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant. Tu passes un bon moment devant, mais c'est tout. Je veux dire, même juste par rapport aux scènes en elles-mêmes, je peux te sortir je ne sais combien de scènes des deux premiers films. Je veux dire, que ça soit dans le 1, j'adore la scène de la salle de bain, que je trouve hilarante, encore une fois, dans cette surenchère. La scène du ketchup, que je trouve très drôle. T'as le truc de tenez-vous sur votre gauche, que je trouve génialissime. Dans le 2, t'as la scène du coiffeur, évidemment,
qui est hilarante. T'as toutes les scènes dans la prison où, voilà, la scène où il va transformer toute la prison en rose, entre guillemets. La scène avec Knuckles, que je trouve géniale, où il commence à se connaître et tout. Les scènes de Hugh Grant, qui est génialissime. Je veux dire, t'as plein de scènes qui m'ont marqué dans Paddington 1 et 2. Dans ce troisième film, t'as pas vraiment de scènes comme ça. T'as une scène qui, je trouve, a cette intelligence créative, voilà, qu'on retrouvait dans les deux premiers films, qui est avec Antonio Banderas. Parler à lui-même, entre guillemets, parce qu'il va jouer un personnage qui parle à ses ancêtres. Ses ancêtres, ce sont, entre guillemets, des grands conquérants et tout ça. Et lui, c'est quelqu'un qui est assez effrayé, quelqu'un qui est jugé faible par ses ancêtres. Ou du coup, tu vas avoir toute une scène où Antonio Banderas va jouer plusieurs personnages de différentes époques, où il va s'insulter lui-même, littéralement. Et c'est plutôt drôle, ça marche plutôt bien. Et l'autre scène que j'aurais peut-être bien aimé si j'avais vu le film en VO, parce que du coup, vu que j'y suis avec ma soeur, je l'ai vu en VF. La scène de l'arrivée de Paddington, parce que du coup, il va y avoir une chanson qui est notamment chantée par Olivia Colman, qui est mon actrice préférée. Je suis fan d'Olivia Colman, je l'adore. Je trouve qu'elle arrive à la fois à jouer des rôles, comme dans Paddington, des rôles drôles, comme un film dont on parlera plus tard, à la fois des rôles dramatiques. Il y avait eu Empire of Light, qui est sorti il y a quelques années, où pareil, t'avais tout ce truc où elle joue un personnage qui a quelques problèmes et tout. Dire même dans Secret Invasion, qui est une série nullissime, les scènes où elle est là, j'étais contente. J'étais là en mode, ah, enfin un truc intéressant dans cette série. Alors, son personnage est insignifiant, il n'a pas beaucoup d'intérêt, mais il y a Olivia Colman. Et donc j'étais contente, j'étais vraiment, ah, yes. Mais bref, du coup, pour revenir à Paddington au Pérou, t'as toute une scène où du coup, il va y avoir une chanson pour l'accueillir, et que après j'ai vu en VO, et j'ai dû voir la scène une fois, et pourtant j'entends encore le rythme en tête, c'est Let's prepare for Paddington, Paddington in Peru. Let's prepare for Paddington, Paddington in Peru. Je ne sais pas comment dire, mais genre l'énergie qu'elle met dedans et tout, je la trouve génialissime, je la trouve hilarante. Donc t'as peut-être ce côté-là aussi, où parce que du coup la première fois que je l'ai vu en VF au cinéma, elle m'avait pas fait beaucoup d'effets, donc peut-être que si ça avait été en VO, au moins j'aurais eu ce plaisir d'avec Olivia Colman. À dire aussi, j'ai oublié de dire, mais ce film est spécial parce que c'est le premier film sans le réalisateur des deux premiers films, là c'est un nouveau réalisateur. Et l'actrice de la mère a également changé. C'est moins bien, je veux dire que ça soit l'actrice de la mère, elle est pas mauvaise ou quoi que ce soit. Après je peux pas vraiment dire parce que j'ai vu le film en VF, mais vraiment il y avait quelque chose chez la mère en fait dans les deux premiers films qui était vraiment attachant dans sa réaction, dans son jeu et tout. Vraiment direct tu la voyais, t'étais là en mode oh mais elle est trop mimi et tout. Là je trouve que c'est beaucoup moins le cas, et le vrai truc c'est la réalisation, car dans les deux premiers films, encore une fois t'avais une réalisation créative, je veux dire, où t'avais des jeux notamment avec une maquette de la maison, où du coup tu vas voir chaque personnage dans chaque pièce. Tu avais le truc aussi avec le livre de Paddington dans le 2, t'avais plein d'idées créatives comme ça qui étaient génialissimes. Là dans celui-ci c'est pas vraiment le cas, il n'y a pas de plan particulier, il n'y a pas d'idées qui m'ont vraiment marqué, et c'est dommage. Et bref, voilà pour ce Paddington 3, c'est que c'est pas mauvais, c'est juste que c'est en dessous des deux précédents films, et c'est un peu dommage. Ensuite, God Save the Tush. Ouais, c'était nul, mais je m'attendais pas à grand chose de plus, du coup. J'ai pas grand chose d'intéressant à dire dessus. Après, nous avons Maria, qui est du coup un biopic sur Maria Callas, qui est du coup une chanteuse d'opéra très connue et tout, que je ne connaissais pas car je n'ai pas de culture. Du coup, ça va revenir sur les derniers moments de sa vie. Je sais pas exactement combien c'est de temps dans le film, si c'est genre 2-3 ans ou si c'est 2-3 mois. Elle est à la fin de sa vie, elle a plus la même voix qu'avant, elle va regretter cette époque. Elle va notamment aussi prendre des médicaments, elle va avoir des hallucinations. Il va y avoir du coup tout un discours sur le rêve entre guillemets qu'elle a vécu. M'en ficher. Encore une fois, pareil que pour La chambre d'à côté, j'ai rien éprouvé devant ce film, c'était là. T'avais tout de même une belle photographie, t'as tout un travail notamment du noir et blanc et tout, qui est vraiment beau, qui est vraiment intéressant. Et aussi ça se passe dans un vieux Paris, donc c'est magnifique, c'est vraiment très bien composé, voilà, très beau et tout. Mais voilà, je m'en fichais de l'histoire, surtout que Angelina Jolie, c'est pas une actrice que j'aime particulièrement. Vraiment le seul rôle d'elle où je trouvais qu'elle jouait bien dedans, c'est Tena dans Eternals. Sinon, les autres, à chaque fois, je sais pas, je ne saurais pas comment dire, mais à chaque fois, je trouve qu'elle est à côté, à chaque fois, je trouve qu'il manque quelque chose, qu'il manque une intensité.
Je ne saurais pas comment dire, mais je trouve que son jeu fait faux et ça a pas manqué pour ce film. J'ai vraiment trouvé que, je sais pas, je croyais pas en elle et je sais pas si c'est que pour ça que j'ai pas aimé le film ou juste en général l'histoire je m'en fichais, mais ouais, j'ai vraiment rien senti devant ce film, donc pas grand chose d'intéressant à part encore une fois la photographie qui est plutôt belle, mais c'est tout. Passons au premier film Marvel de cette vidéo, Captain America Brave New World, et je pense que c'est le film Marvel que je trouve le plus inintéressant. C'est pas le plus mauvais, enfin je veux dire, je sais pas, genre Ant-Man Quantumania qui est là, voilà, c'est un pire film et tout, mais Ant-Man Quantumania, c'était nul, mais j'avais un intérêt minimum pour le film. Celui-là, je m'en fichais. Je n'avais aucun intérêt, j'en avais rien à faire de ce qui se passait. Pour vous dire, j'ai déjà tourné cette vidéo, mais j'ai eu des problèmes dans les rushs et tout ça, j'avais tourné 2 heures qui je n'ai pas pu exploiter, donc je dois tout retourner. Mais je me suis rappelé, en faisant la vidéo, en reparlant de ce film, que bah il y a Giancarlo Esposito dans ce film. J'avais totalement oublié, c'est juste en y repensant que je me suis dit ah mais oui c'est vrai, il est là lui. Je ne me rappelais plus parce que vraiment ça ne m'a pas marqué. Je me souviens même plus de ce qu'il devient dans le film, je me souviens même plus c'est quoi réellement son rôle. Je me souviens juste qu'il doit tuer Sam Wilson à un moment, mais est-ce que c'est juste un tueur à gages? Est-ce que c'est un espion spécial? Est-ce que c'est un personnage connu dans les comics et tout ça? Je sais pas, je m'en rappelle pas. Je me souviens juste qu'il est là et voilà, et globalement c'est pareil avec tout le film, aucun souvenir. Et en plus le film je trouve que c'est une énorme répétition de Falcon and the Winter Soldier, parce que la thématique principale ça va être est-ce que Sam Wilson peut être Captain America sans super sérum, qui il me semble il y avait déjà un peu dans Falcon and the Winter Soldier. Alors c'était vraiment plus sur le côté de est-ce que Sam Wilson, ou est-ce que plus généralement une personne noire peut être Captain America, est-ce qu'une personne noire entre guillemets peut représenter l'Amérique. Du coup, tu avais un discours très intéressant là-dessus. Mais il me semble que tu avais déjà ce truc aussi du super sérum, parce que notamment John Walker en avait, et que du coup, tu avais cette différence, entre guillemets, par rapport à Sam Wilson. Et du coup, là, c'est clairement établi au début du film et tout ça, c'est Captain America. Mais est-ce qu'il devrait avoir le super sérum? Mais le truc, c'est que ça marche pas. Ça marche pas, notamment parce que bah, il est autant compétent que quelqu'un qui a un super sérum. Et c'est même pas un truc de, bah, il va compenser son manque de force, entre guillemets, par, je sais pas, son intelligence, par sa ruse, par je ne sais quoi. Non, non, c'est vraiment par rapport à sa force. Bah, il est autant compétent que quelqu'un qui a un super sérum, ou peut-être un peu moins, mais clairement, bah, c'est pas humain. Enfin, je veux dire, à la fin, il affronte un Hulk. C'est pas un spoiler, c'est dans la bande-annonce. À la fin, il affronte un Hulk, et il va réussir à tenir tête à un Hulk. Alors, comment il va résoudre le problème et tout ça? Ça va pas être lié par rapport à sa force, mais il arrive quand même à tenir tête à un Hulk. Je veux dire, un humain normal, il se prend une pichenette de Hulk, il meurt. Et vous me direz peut-être que on s'en fout et tout ça, que ça soit pas réaliste, c'est un Marvel, on s'en fiche. Et je suis plutôt d'accord là-dessus, je fais partie des gens, encore une fois, si le film te présente quelque chose comme logique et qui respecte sa logique, ça me va. Mais justement, là le problème c'est que la thématique principale du film c'est est-ce que il doit avoir un sérum de super soldat. Donc que ton personnage soit tout aussi compétent sans qu'un personnage qui aurait le sérum, bah ça marche pas et ça contredit énormément le truc. T'as tout de même un truc intéressant parce que du coup, on va reparler enfin du Céleste qui était dans Eternals, du coup qui sortait de la Terre, ou du coup qui est en adamantium et où tous les pays vont se faire la guerre pour avoir cet adamantium, qui est un truc plutôt intéressant mais qui va être assez survolé dans le film, voilà, qui va pas être particulièrement présent et tout, donc ouais, c'est un film vraiment inintéressant. Sorti le même jour, nous avons The Brutalist. Et je trouve ce film très surcoté. Je trouve en fait ce film, c'est trop. Vraiment, un mot pour décrire ce film, c'est trop. Pas forcément trop long, alors si un peu quand même, mais je veux dire, c'est pas le film dans lequel je me suis le plus ennuyé. Je veux dire, même si je prends par exemple Maria dont j'ai parlé plus tôt, je pense que Maria m'a semblé plus long que The Brutalist, alors que The Brutalist dure 1h30 de plus, il me semble. Donc c'est même pas par rapport à ça, même si je trouvais que notamment à la fin, ça commençait à être un peu long et tout, mais c'est juste que je trouve que c'est trop en fait, et que c'est vraiment le cliché. C'est un personnage, du coup ça va être un immigré juif après la Seconde Guerre mondiale qui va arriver aux États-Unis. Évidemment la première scène, il va se taper des putes, il va se droguer, il va du coup tromper sa femme. Après il va trouver un patron qui va le traiter comme de la merde, et c'est vraiment le truc de ah, c'est trop. Et même tout le discours qu'il va y avoir par rapport à l'architecture
ou même à l'art en général, bah, je le trouve pas très intéressant et j'en ai parlé dans ma vidéo top. Je trouve que L'Inconnu de la Grande Arche est un bien meilleur film et en 1 heure et demie, voire 2 heures de moins, bah, dit des choses plus intéressantes et plus construites que ce film en 3 heures et demie. Donc allez voir ma vidéo top si vous voulez savoir mon avis sur L'Inconnu de la Grande Arche. Mais ouais, le discours dans ce film, je trouve... Mais ouais, le discours sur toute l'architecture et tout ça, je le trouve pas si intéressant. Enfin, je le trouve intéressant, mais je le trouve pas si bien développé. Je trouve que même l'architecture, on la voit pas tant que ça, entre guillemets, hein, parce que tu vas quand même la voir et tout. Et c'est peut-être parce que c'est une architecture brutaliste, justement, genre le principe de l'architecture brutaliste, c'est genre des blocs de béton, voilà, qui vont quand même, voilà, avoir un côté artistique et tout ça. Forcément, c'est pas juste, bon, on va mettre un bloc de béton là, t'as une vraie réflexion et tout. Mais pour le coup, bah, pareil, cette réflexion, je trouve que tu vas pas être plongé dedans, contrairement encore une fois à L'Inconnu de la Grande Arche, où vraiment tu comprenais chaque choix, entre guillemets, de ce personnage, t'arrivais à comprendre pourquoi il en arrivait là, pourquoi il voulait précisément ce marbre et pas un autre. Là, celui-ci, t'es en mode ok, il veut faire ça, mais pourquoi? Ok, on s'en fout en fait, c'est pas vraiment abordé et je trouve que en fait ça en faisait trop pour pas grand chose et t'as une scène à la fin où vraiment je comprends pas. À part avoir juste encore plus d'empathie pour ton personnage, je trouve que c'est vraiment une scène qui est là juste pour être là et qui... Je sais pas ce qu'elle apporte en fait cette scène. Je trouve qu'il n'y avait pas besoin de cette scène pour comprendre entre guillemets ce que je pense que la scène veut nous dire. Je trouve que ça marchait très bien sans et que ça fait vraiment juste là pour être là, pour qu'on soit plus empathique avec notre personnage. Parce que du coup il va vivre quelque chose d'horrible et tout, mais je sais pas, pour moi c'est trop, c'est vraiment... On va mettre tous les clichés possibles pour que vraiment on voit que ce personnage a une vie de merde et que malgré ça il s'en sort et je sais pas, vraiment ce film, il y a tout de même des belles choses, hein, je veux dire. Tu vois quand même des beaux plans et étonnamment, je trouve qu'ils sont pas dans son œuvre finale, entre guillemets, les beaux plans. Je trouve que t'as des plans plus intéressants et qui vont plus te montrer l'idée de notre personnage et tout ça. Quand il va créer la bibliothèque au tout début du film, enfin au tout début c'est peut-être à 1 heure de film, mais je trouve que genre tu vois plus l'importance et tout ça à ce moment-là que plus tard quand il va construire sa grande œuvre. Et ce film, vraiment, je l'ai pas détesté, hein, mais c'est juste que je trouve que ça en fait trop. Et encore une fois, après avoir vu L'Inconnu de la Grande Arche, qui pour moi est le même film mais en beaucoup mieux fait, je le trouve pas très intéressant et donc allez voir L'Inconnu de la Grande Arche, c'est tout ce que j'ai à dire. Dernier film du mois de février avec Queer. Faut savoir que de base j'aime plutôt bien Luca Guadagnino. J'ai même 2 DVD de lui. Du coup là vous pouvez le voir, il y a Bones and All juste là et Challengers juste là, qui étaient des films que j'avais vraiment beaucoup aimé, notamment Bones and All qui était même dans mon top de son année de sortie. J'ai pas encore vu Call Me By Your Name, je vais bientôt le voir, normalement. Mais bref, par rapport à ce que j'ai vu de lui, c'est un réalisateur que j'aime bien, et là, ce film, je suis pas du tout rentré dedans. Mais vraiment pas. C'est peut-être aussi, et c'est aussi ce qui me fait peur pour Call Me By Your Name, par rapport à la relation, parce que du coup, ça va être une personne plutôt âgée, voilà, jouée par Daniel Craig, qui va du coup sortir avec une personne plutôt jeune, jouée par je ne sais plus le nom de l'acteur, et qui vont avoir une relation, et que personnellement, j'ai énormément de mal avec les relations qui ont une grande différence d'âge. Je trouve ça assez malsain et je trouve que t'as un côté très toxique parce que t'as une personne qui a un pouvoir sur l'autre en fait, que tu le veuilles ou non, t'as une personne qui a un pouvoir. Bref, c'est quelque chose avec lequel j'ai énormément de mal, donc des films qui vont pas encourager ça mais qui vont banaliser ça, ouais, je sais pas, j'ai un peu de mal. Ça a un sens narratif dans le film, je veux dire, ça a un sens que ils veulent sortir avec quelqu'un de plus jeune et tout, ça veut dire quelque chose, mais j'ai eu vraiment du mal avec ça, et même le reste du film, je comprends, enfin, je crois comprendre à peu près ce que le film veut te dire, mais juste, je suis pas rentré dedans, et contrairement à eux, qui sont bien rentrés dedans, non. Ah là, j'étais obligé de la faire celle-là, genre, je m'en excuse, j'étais obligé de la faire celle-ci, mais... Putain, mais je suis vraiment une connasse. Ouais, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans le film et j'ai pas aimé et c'est pas un mauvais film. Franchement, je pense même que je vous le recommanderais, mais c'est l'un de ces films, je pense que, encore une fois, s'il n'y avait pas eu ce top 10 que je m'imposais, enfin ce flop 10 du coup, il aurait été dans mes flops parce que j'ai vraiment pas aimé ce film. Désolé, j'ai dû faire une petite pause, ma caméra n'avait plus de batterie. Mais donc reprenons au mois de mars du coup avec Le Secret de Khéops. Et du coup, c'est un film d'aventure français avec Fabrice Lucchini et c'est tout ce qu'est le film en fait. C'est vraiment... L'aventure, ça va être 2-3 studios pour représenter l'Égypte et
Sinon, le reste du film, ça va être dans des musées à Paris ou dans ses alentours. Et il y a Fabrice Lucchini qui est plutôt drôle dedans, qui est vraiment en roue libre. Tu ressens vraiment pas l'aventure, encore une fois, mais c'est pas désagréable. Et je m'attendais à rien en allant voir ce film, mais j'ai rien eu. Donc ouais, c'est un film pas très intéressant, mais si vous aimez bien Fabrice Lucchini, je pense que vous allez bien aimer ce film. Ensuite, The Insider. Je vous ai dit plutôt qu'il y avait plein de films cette année que j'avais trouvé inintéressants et que j'avais pas mal oublié. Et ce film, pour le coup, c'est pas que je l'ai pas mal oublié, c'est que j'en ai aucun souvenir. Je me souviens à peu près de l'intrigue, que c'est voilà un couple d'agents secrets et que tu vas avoir des retournements de ah mais attends mais peut-être que ma femme me ment, ah mais attends mais peut-être qu'elle me ment pas, ah mais attends peut-être que c'est parce que ceci, peut-être que... Et que t'as 14 retournements. Je me souviens d'un dîner à une table où je crois que ça part en couille. Je crois. C'est tout. Je me souviens de rien du film, mais vraiment de rien. Et c'est pas juste un film que j'ai vu, que j'ai bien aimé et que j'ai oublié. Non, j'ai même pas bien aimé, je l'ai vu. Et encore une fois, le vide absolu. J'étais totalement indifférente, il aurait pu se passer n'importe quoi, je m'en fichais. Donc, je vous recommande pas ce film. Suivant, qui est de Electric States des frères Russo. C'est un film Netflix, encore une fois, comme Back in Action. C'est pas mauvais. Je veux dire, c'est vraiment tout ce que t'attends d'un film. C'est littéralement ma critique de Letterboxd, c'est un film. Point. L'écriture, c'est... Il va se passer ça. Puis il y aura ça. Puis il y aura ça. Et enfin, il y aura ça. Alors, il y a un petit retournement, peut-être même 2 ou 3, hein, mais globalement, c'est un film, tu le vois. C'est pas désagréable, mais tu l'oublies tout de suite après. Pareil dans la mise en scène, t'as rien, alors que t'as quand même un concept de dingue. T'es dans une dystopie avec des robots, c'est quand même hyper intéressant. T'as une guerre entre les robots et les humains qui aurait pu être génial à traiter. Mais non, on va se concentrer sur l'après. Et ça aurait pu être bien parce que du coup, c'est adapté d'un livre qui du coup, je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est un livre en fait où c'est sur que des images. Je veux dire, t'as pas d'histoire ou tout ça, enfin pas de lettres, je veux dire, t'as pas de phrases et tout, c'est vraiment juste les images qui vont te raconter l'histoire. Là, t'as rien, quoi. J'ai vu quelques images, du coup, parce que j'ai pas lu le livre, hein, mais j'ai vu quelques images tirées du livre, et t'as quelque chose dans ces images, tu ressens, et j'ai envie de dire que les images, une image de ce livre, te raconte plus de choses que tout le film, en fait. Parce que vraiment, le film va rien te raconter, même au point de vue de l'image, c'est même pas repris, t'as même pas l'esthétique, en fait, qu'avait le livre. Vraiment, les images que tu avais dans le livre, enfin, celles que j'ai vues, du moins, t'avais un poids, tu ressentais toutes ces années de guerre, entre guillemets, tu ressentais tout ça. Et c'était en plus magnifique. Là, tu ressens rien devant ce film, quoi. En plus, t'as Chris Pratt et Millie Bobby Brown qui sont des personnes que je n'apprécie pas spécialement. Et alors, en tant que personne et en tant qu'acteur, Chris Pratt, ça va à peu près selon les films. Millie Bobby Brown, je la trouve assez mauvaise en général. Là, les deux sont mauvais et vraiment, je m'en fichais et ouais, c'est un film, quoi. C'est un film, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a rien d'intéressant de plus. C'est un film Netflix, ça te propose rien, c'est juste là pour te faire passer le temps. T'as oublié le film juste après l'avoir vu et voilà, quoi. Ensuite, nous avons Blanche-Neige, où pour le coup, j'ai fait une vidéo dessus. Voilà, la toute première vidéo de la chaîne. Vous pouvez aller voir la vidéo si vous voulez avoir mon avis, évidemment, parce que comme ça, moi, ça me fait des vues en plus et ça fait plaisir. Dernier film du mois de mars, Novocaine. Et écoutez, j'ai vraiment passé un très bon moment devant Novocaine. J'ai trouvé que le concept marchait bien. T'avais vraiment de bonnes idées, car du coup, ça va être l'histoire d'une personne qui ne ressent pas la douleur, en fait, son système nerveux pour ressentir et tout ça, les choses, en fait, en général, et elle ressent pas la douleur. Mais elle dit, par exemple, elle mange que des choses liquides, parce que si jamais elle se mord la langue, elle peut pas s'en rendre compte. Et il va notamment travailler dans une banque qui va se faire braquer un jour, et où sa petite amie va se faire kidnapper. Et du coup, il va poursuivre ces braqueurs pour pouvoir sauver sa petite amie. Et du coup, ça va mener à des scènes d'action plutôt intéressantes. Lui, il est pas très compétent, il est pas fait pour se battre et tout ça, il est pas entraîné et tout. Mais vu qu'il ressent rien, ça va amener des choses particulières. Notamment, à un moment, j'ai beaucoup aimé. Il va y avoir genre une vitre ou un verre et tout ça de brisé au sol. Et où du coup, il va genre taper le sol, il va taper le verre pour que ça se plante dans sa main. Où du coup, lui, il va rien se sentir. Mais du coup, quand il va frapper son adversaire va sentir les bouts de verre, quoi. Et je trouve que c'est une plutôt bonne idée, t'auras plein de choses comme ça dans le film, t'as un moment où il va genre prendre des casseroles chaudes à main nue, t'as un moment aussi où il va y avoir une scène de torture, et où il va devoir faire semblant d'avoir mal pour pas que le méchant se doute de quelque chose et tout, et franchement c'est un très bon moment, c'est assez classique, hein, l'histoire est pas extraordinaire,
mais c'est un bon moment, les personnages sont plutôt attachants, donc franchement, je vous recommande Novocaine. Commençons le mois d'avril avec Minecraft, le film. Oui, ce film est très nul, mais j'ai passé un plutôt bon moment devant, honnêtement. J'ai vraiment plutôt bien aimé ce film. Il y a plein de choses qui vont pas, hein, je veux dire, même juste le principe, t'adaptes Minecraft et t'en fais un film en live action. Pourquoi? Je veux dire, ça ne marche pas en live action, et même tout le principe du film et tout ça, t'es tellement loin du jeu. T'as quand même le discours principal du film qui est par rapport à la création et tout ça, qui est en rapport avec le jeu et qui est sympathique. Voilà, c'est pas le développement du siècle, hein, c'est vraiment très basique, très simple, mais le jeu en lui-même, il est pas hyper bien adapté. En tant que fan de Minecraft, j'ai pas retrouvé en fait ce que j'aime dans Minecraft, le plaisir que je prends à jouer à Minecraft et tout. T'as tout de même des choses devant le film, déjà rien que la musique, vraiment la musique de Minecraft, elle est tellement simple, mais elle est génialissime. Par contre, il y a vraiment des fois où quand je joue à Minecraft, je me pose et je suis là, j'écoute la musique, car je la trouve sublime en fait, je la trouve super. Elle va être mise dans le film à certains moments. Entendre cette musique, je veux dire, avec les enceintes du cinéma et tout, c'est un tel plaisir. Après, tu vas avoir d'autres musiques et tout ça dans le film. Bon, t'en as quand même qui sont drôles, mais le truc, c'est que je suis allé voir le film avec ma sœur, donc j'ai vu en VF. Donc, le seul truc cool du film, entre guillemets, qui est Jack Black qui chante, j'ai même pas pu l'avoir vraiment. Le Steve Lava Chicken, je l'ai vraiment écouté après en boucle. C'est tellement con, mais bah, c'est aussi pour ça que j'aimais le film. Pour Jack Black et Jason Momoa, même si je suis un peu dégoûté de l'avoir vu en français, car c'est vraiment la seule chose intéressante dans ce film en fait, c'est The Jack Black et Jason Momoa Show, plutôt qu'un film Minecraft, ce qui est vraiment dommage, mais j'ai quand même pris un peu de plaisir devant ce film, et encore une fois, quand je compare à plein d'autres films cette année, bah en fait c'est déjà ça de plus. Il y a plein de films cette année où je n'ai pas passé de bon moment devant, enfin pas forcément un bon moment, mais je veux dire ressentir un moment, ressentir quelque chose. Pour moi, si tu ressens rien devant un film, c'est vraiment la pire chose. Je veux dire, même, je préfère largement détester un film que de ne rien ressentir devant, car bah, c'est pas intéressant en fait. Et malheureusement, il y a plein de films cette année où c'était le cas, et Minecraft, pour le coup, au moins, j'ai ressenti des trucs très vains, oui, c'est sûr, mais au moins j'ai ressenti des choses. Film suivant, Sinners, l'un des grands films de cette année, le favori aux Oscars, je crois qu'il a eu 16 nominations, ce qui est, il me semble, un record, et personnellement, ça fait encore une fois partie de ces films où je m'en fichais, que j'ai pas trouvé intéressant, qui m'ont pas parlé. Au-delà du fait que ça m'a pas parlé, je trouve ça pas spécialement intéressant, parce que en fait je trouve le message du film assez simple entre guillemets, ce qui en soi je trouve n'est pas un problème. Je veux dire, par exemple, je suis l'une des premières défenseuses de Barbie qui est quelque part dans ce décor. Là, ici, juste là, nous retrouvons Barbie. Mais bref, Barbie, c'est un film que je trouve très bon. Alors oui, Barbie, je veux dire, c'est un message qui est assez simple. Ça te parle clairement de féminisme, c'est pas subtil. T'as tout de même quelque chose un peu plus profond quand tu cherches bien dans le film et tout. Mais en plus, dans le film, t'as un côté divertissant. C'est une comédie que je trouve vraiment très drôle. Bref, t'as plein d'autres choses qui font, au-delà du message, que le film va être intéressant et tout. Sinners, je trouve que c'est comme Barbie. Dans le message, c'est un message plutôt simple. Bah quand même, détruire des cultures, c'est pas foufou. Mais ça va apporter plus de profondeur, notamment avec le couple de personnes asiatiques, qui est notamment une opposition aux vampires, qui du coup les vampires représentent la culture blanche, entre guillemets, qui va venir vampiriser la culture noire, qui va venir effacer leur culture pour imposer la leur. Là on voit que c'est possible que deux groupes de personnes qui ont une culture différente arrivent à vivre ensemble. On va le voir notamment avec toute la scène musicale, voilà, la grande scène du film. Chacun va vivre sa culture, va respecter la culture de l'autre, et donc c'est pour ça que ça marche en fait, c'est pour ça qu'ils s'entendent bien, parce que tout simplement il respecte l'autre. On va avoir même une personne blanche, le personnage qui est joué par Ellie Stanfield, qui est, je crois que c'est Mary, mais je suis plus sûr. Mais bref, ce personnage là, c'est un personnage blanc, mais vu que elle va respecter la culture noire, et que même elle en fait partie en soi, parce qu'elle a été élevée avec les personnes noires depuis qu'elle est petite, il n'y a aucun problème. Voilà, le problème, c'est quand tu vas venir imposer ta culture aux autres. Tu as aussi, je pense, un lien avec l'église, parce que littéralement, le type du film, c'est péché. Et tu vas avoir du coup tout le truc avec Preacher Boy, qui est du coup le fils du prêtre, et qui va avoir tout un truc qui va tourner autour, et qui, je pense, fait référence au fait que de base, le christianisme a d'abord été imposé aux esclaves afro-américains quand ils ont commencé à débarquer aux États-Unis, parce que on a éradiqué leur culture et on leur a imposé ça, et c'est quelque chose qui, au fur et à mesure des temps, les personnes noires se sont appropriées
et entre guillemets on crée une nouvelle forme de christianisme et où du coup on crée leur propre culture avec ça, notamment avec le gospel qui est la chose la plus connue et la plus représentative de ça. Du coup je pense que t'as quand même un parallèle avec ça. Donc dans le message oui c'est bien, t'as des subtilités et tout, mais pour le coup contrairement à Barbie je trouve que t'as pas du tout ce côté divertissement. Je trouve que ça marche pas, je trouve que le film est pas intéressant, t'as pas peur, enfin j'ai vraiment pas eu peur devant ce film, j'ai pas eu peur que les vampires arrivent, j'ai pas été intéressé par les personnages, même t'as des choses intéressantes, je veux dire, t'as un personnage notamment qui a perdu un enfant, enfin deux personnages, parce que du coup t'as lui et sa femme. Tu vas voir quelque chose d'intéressant, les deux actrices vont bien jouer, pas au point d'avoir un Oscar non plus, enfin pour Michael B. Jordan du moins je trouve que je comprends pas, franchement les nominations du film je les comprends à peu près à part peut-être réalisation, je crois qu'il a eu réalisation et réalisation là, ou scénario, ouais je comprends pas vraiment, je trouve pas ça forcément très justifié, mais les autres, les actrices secondaires, remarque l'acteur secondaire je vois plus bien qui c'est, mais le son, la musique je comprends totalement, Michael B. Jordan je ne comprends pas, bref c'est une histoire plutôt intéressante avec eux, mais je sais pas, je me suis attaché à aucun personnage et je n'ai éprouvé aucun intérêt pour eux, alors que bah quand même ça va raconter toute l'histoire d'une tuerie et tout ça. Je me suis pas mal ennuyé devant le film et ça m'a fait un peu un effet Rogue One. Rogue One c'est un film que j'aime beaucoup, mais les 30 dernières minutes, je trouve qu'avant ça t'as 1h30 de film dont je n'ai rien à faire. Alors ça va être la mise en place entre guillemets pour arriver à cette bataille finale, mais personnellement je n'y éprouve aucun intérêt pendant ces 1h30, je m'attache pas au personnage et tout, je m'en fiche. Il y a juste les 30 dernières minutes que vraiment je suis à fond dans le film et où je commence à m'attacher au personnage. Sinners, ça m'a fait le même effet, mais plutôt que d'avoir 1h30, 30 minutes, j'ai eu 2h et 5 minutes, mais peut-être 10 minutes, mais j'ai vraiment trouvé que la scène finale, entre guillemets, était même pas si plaisante, était même pas si jouissive, était même pas si passionnante, enfin, j'ai vraiment trouvé ça assez décevant. Bref, voilà, je comprends pas tout l'engouement qu'il y a eu autour de ce film. Il va y avoir aussi potentiellement des suites. Alors, ce qui est cool dans le principe, parce que Sinners, ça appartient à Ryan Coogler, c'est-à-dire contrairement à Marvel, qui appartient à Marvel, enfin, du coup, à Disney, et où du coup, c'est Disney qui vont dire, bon, bah, on fait telle suite sur tel personnage, on fait tel truc, on fait ça, peu importe ce que les auteurs ont à dire. Pour le coup, là, vu que c'est Ryan Coogler qui a les droits, c'est lui qui décide, c'est lui qui va se dire, bah tiens, moi je trouve que ça serait intéressant de faire une suite, j'ai quelque chose à dire en plus par rapport à mon premier film, donc je vais faire une suite. Il y a ça d'intéressant, mais je vois pas ce qu'il y aurait trop à raconter ensuite. Après avoir, mais ouais, j'avoue, Sinners, ça m'a pas particulièrement intéressé. Et ce sont les deux seuls films que j'ai vus en avril. Enfin, il y en a un troisième, mais il est dans mes tops, donc allez voir mes tops. Mais donc nous pouvons passer directement au mois de mai avec Ange et compagnie. Et écoutez, c'est un très bon téléfilm. Honnêtement, alors comme je dis, c'est un téléfilm, ça se ressent, je veux dire, que ça soit dans l'image je veux dire, c'est vraiment, on dit beaucoup que les films Marvel ou même les blockbusters en général aujourd'hui sont éclairés comme des téléfilms, mais pour le coup, ça c'est un vrai téléfilm. Ange et compagnie, c'est vraiment, tu ressens, Marvel au moins t'as un peu de contraste, pas énormément, mais t'as au moins quelque chose d'un peu intéressant. Là c'est vraiment éclairé de partout, enfin, et pas pour créer un style ou quoi que ce soit, c'est juste pour voir les choses, juste on va faire comme ça. Donc visuellement le film est pas très beau, je veux dire même le paradis entre guillemets, l'endroit où tous les anges se réunissent et tout ça, c'est, je sais pas, ça doit être un palais de justice et tout ça qu'ils ont repris pour faire les décors du film ou je ne sais quoi, mais ouais, c'est pas particulièrement intéressant là-dessus, mais l'histoire j'ai trouvé plutôt sympathique. C'est très simple, c'est vraiment la base de ce qu'on peut faire, je veux dire, en film, en histoire d'amour et tout, mais ça marche plutôt bien, c'est plutôt drôle aussi. T'as notamment un running gag que j'aime beaucoup parce que du coup, entre guillemets, le but du film c'est que chaque personne a un ange attribué et les anges vont essayer d'influencer sur la vie des personnes pour qu'il se passe quelque chose. Et du coup, ils ont notamment un centre, entre guillemets, pour envoyer certaines choses. Par exemple, au début du film, t'as quelqu'un qui va déclencher une panne d'ascenseur exprès. T'as un ange qui va envoyer pour que l'ascenseur se bloque et pour que deux personnages se parlent et se rencontrent. Et tu vas avoir des blagues par rapport au fait que bah, tu vas avoir un nouveau dans ce centre et du coup il va envoyer ces éléments aléatoires mais pas très bien. Par exemple à un moment t'as quelqu'un, il va demander vas-y s'il te plaît là ma personne a besoin de ralentir donc faut qu'elle ait un coup de barre et du coup elle va faire une mauvaise manip et elle va envoyer littéralement une barre dans la tête de la personne. Et c'est vraiment le genre d'humour que j'aime bien, ces jeux de mots pourris que je trouve plutôt drôle. Et t'as ce running gag plusieurs fois dans le film et j'ai bien aimé, même en général c'est plutôt drôle. Les acteurs sans faire de grandes performances
sont plutôt bons. Donc quand il passera à la télé, franchement, je vous le recommande. C'est pas un film à aller voir au cinéma, franchement. Voilà, ça m'a pas apporté grand chose de le voir au cinéma. Mais honnêtement, je pense qu'on passe un plutôt bon moment devant le film et que ça passe assez bien. Voilà, à la télé, c'est cool. Passons au film suivant, Partir un jour. Alors là, excusez-moi, je vais changer mes lumières si ça marche. Voilà, du rouge. Parce que j'ai détesté ce film. J'ai détesté. Et vraiment, il était à ça de mes flops. Il était vraiment à ça, mais juste les autres films de mes flops, je les ai plus détestés que celui-ci. C'est un film de théâtreux. Tu sens que c'est un film d'une théâtreuse qui a voulu faire son film et qui s'est dit je vais faire mon film et je vais faire des choses tellement intelligentes et tout ça, tellement plus développées, tellement plus mieux que ce que les autres font. Et bah désolé mais ça marche pas. Alors je suis peut-être influencé parce que du coup j'ai vu un extrait d'interview avant le film parce que je l'ai vu ce film que récemment parce qu'en fait j'avais eu des gens qui disaient des bonnes choses sur le film, donc je t'ai dit bah je vais aller le voir. Là vous savez au début d'année ils rediffusent des films de l'année dernière, donc je me suis dit je vais aller le voir. Avant le film t'avais un extrait de l'interview et notamment l'un des trucs qui m'agaçait c'est que la réalisatrice a dit je voulais faire une comédie musicale mais sans stopper le récit entre guillemets quand il y a des chansons. Mais c'est le but d'une comédie musicale. Et là déjà quand tu pars sur ce principe tu te rends compte que la fille ne connaît rien en comédie musicale parce que c'est ce que fait toutes les comédies musicales, enfin du moins toutes les bonnes comédies musicales. Je veux dire à aucun moment une chanson met en pause le récit. Une chanson, ça te raconte quelque chose, ça te développe quelque chose. C'est pas juste là pour avoir une chanson cool pour faire du bien. Non, c'est là, ça te raconte quelque chose. Je veux dire, prenons pour exemple Singing in the Rain, la chanson Singing in the Rain. Je veux dire, c'est pas juste une chanson de tiens, il va chantonner parce que c'est cool de chantonner. Non, c'est une chanson pour exprimer la joie du personnage. Il est tellement heureux qu'il chante sous la pluie que même la pluie qui est associée à la tristesse ne va pas le réfréner. Et donc, ça va développer ton personnage. Du coup, si tu te crois hyper intelligente en faisant un film qui ne met pas en pause ton récit pour chanter, bah ça ne marche pas. Du coup c'est vraiment ce truc qui m'a agacé, c'est à se croire trop intelligente parce que je vais faire une comédie musicale réaliste, je vais revenir dessus après, qui va pas mettre en pause son récit pour les chansons. T'as rien compris aux comédies musicales. Mais du coup revenons sur le réaliste parce que voilà le but c'est de faire une comédie musicale réaliste où t'as pas l'impression entre guillemets que les personnages chantent, que c'est juste que voilà d'un coup ils se mettent à chanter comme si que ça sortait de nulle part et tout. Ce qui peut être une bonne idée, je veux dire tu peux faire une comédie musicale réaliste. Le parfait exemple, c'est ce film, La La Land. C'est un très bon film et à mon avis elle l'a vu parce que notamment il y a des choses dans l'histoire qui font énormément penser à La La Land. C'est une comédie musicale, réaliste, les personnages vont se mettre à chanter mais ça te paraît totalement logique, ça va être un univers très concret. Bref c'est une comédie musicale réaliste où ça paraît naturel entre guillemets que les personnages se mettent à chanter. Donc c'est possible de faire une comédie musicale réaliste, il n'y a pas de problème avec ça. Mais sauf que tu ne peux pas faire une comédie musicale réaliste quand tu fais une comédie musicale à partir de chansons de variété françaises. J'ai rien contre les chansons de variété françaises, je veux dire, j'adore Jean-Jacques Goldman, je suis une énorme fan de Jean-Jacques Goldman. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de Jean-Jacques Goldman dans ce film, donc c'est pour ça que je l'aime pas. C'est faux. En plus, en soi, t'as un peu eu parce que t'as une chanson de Céline Dion écrite par Jean-Jacques Goldman, donc bon. Mais j'adore la variété française, vraiment, ça me pose pas de problème. Il y a énormément de musique dans le film que je connais, que j'aime bien, que j'ai pas forcément bien aimé dans le film, mais voilà, que j'aime bien et tout. Mais le problème, c'est que ça peut pas être réaliste quand le personnage va chanter quelque chose que tu connais. Je veux dire, par exemple, encore une fois, La La Land, ça marche plutôt bien car ce sont des chansons que tu ne connais pas. Ce sont des chansons, voilà, c'est des paroles faites pour les chansons. Alors là, c'est quand même adapté. Je veux dire, ils vont pas mettre, je sais pas, l'aigle noir de Barbara au moment où ils vont faire la fête. Voilà, je veux dire, c'est quand même adapté. Mais vu que ce sont des chansons que tu connais, bah forcément, quand les personnages les chantent, ça te paraît pas naturel. Tu dis, bah non, je connais ça. En fait, je sais que c'est pas ça, que ça vient pas de ça. Donc, ça ne marche pas. Mais surtout, tu peux pas faire une comédie musicale réaliste quand tu laisses vous savez là les petits mots, je sais pas trop comment dire, au début des chansons, genre moi le truc cliché c'est Dadju. Dadju dans toutes ses chansons, t'as au début des oh ah zay zay oh zay zay. Les trucs, enfin toutes ces chansons, je sais pas, j'ai peut-être écouté 3 chansons de Dadju dans toute ma vie, mais genre les trucs comme ça, et bah elle les a gardés dans le film. Je veux dire, à un moment t'as la chanson Femme Like You, et elle a gardé le moment du début de la chanson, et du coup il fait yeah, let's go, come on. Tu ne peux pas faire ça et être en mode non mais je veux faire un truc réaliste. Et c'est même pas que sur le fond, parce que pour le coup, à un moment, t'as une musique que je ne connaissais pas, et pourtant ça paraissait quand même pas naturel. Et même au-delà des musiques, et le principe auquel j'ai énormément de mal, parce que pour moi ça se contredit, et ça marche pas du tout, et ça fait vraiment, et je vais être trop intelligente, alors que, bah non, c'est une comédie musicale quoi, et en plus tu le fais mal. Mais bref, au-delà de ça, je veux dire, le personnage principal, je l'ai trouvé détestable, mais vraiment, je ne l'ai pas du tout apprécié. Vraiment, je ne pouvais pas avec elle. Les autres personnages,
pas forcément détestable, mais ça m'intéressait pas. Bah, surtout que y'en a qui sont nominés au César. Je comprends pas. Je veux dire, t'as Bastien Bouillon et l'un des deux amis, je crois, de Bastien Bouillon, ou c'est peut-être le mari de Juliette Armanet. Je sais pas, mais bref. Genre, ils sont nominés, mais pourquoi? Je comprends pas. Mais bref, les personnages, je les trouve pas intéressants. Il y a, à la limite, ses parents. C'est les seuls que je trouve à peu près intéressants. Surtout que leur chanson, les deux, ça va être une chanson de Dalida. Et je trouve que c'est plutôt intéressant parce que du coup, bah, ça les lie, entre guillemets, parce que je crois que c'est sur les seules chansons du film qui va lier deux personnages parce que c'est la même interprète. Mais t'as plein de trucs comme ça dans le film. T'as une scène aussi, encore une fois, un truc très réaliste pour vraiment être concret et tout. C'est que d'un coup, pendant que nos personnages jouent à un jeu d'imitation, t'as l'un des amis qui va se dire, tiens, j'ai une idée, je vais imiter mon ami qui, il y a 15 ans, pleurait quand toi tu partais. C'est très naturel, non? Vous pensez pas que c'est naturel? Vraiment, le truc qui sort de nulle part, enfin. Et t'as plein de trucs comme ça dans le film, ça fait très faux en fait. Ça fait très, il va se passer ça, il va se passer ça et ça marche pas. Il y a tout de même un moment qui m'a fait rire dans le film. T'as deux personnages du coup qui vont être en relation amoureuse, qui vont se disputer et tout. Et d'un coup t'as le début de Je l'aime à mourir de Francis Cabrel, et à ce moment là j'ai vraiment eu un oh non, genre d'agacement. Alors pas un oh non parce que j'aime pas cette chanson, parce que j'aime beaucoup cette chanson pour le coup, mais c'était un oh non de parce que j'étais saoulé en fait. J'en avais marre de tout le temps avoir des chansons pas subtiles qui décrivent exactement ce que ressentent nos personnages, et j'en avais marre. J'ai vraiment eu un oh non. Et le mec se prépare à chanter, il va sortir la note, et il y a quelqu'un qui arrive et qui les interrompt, et d'un coup la musique se coupe, et ça m'a bien fait rire parce que c'est vraiment tombé pile au moment où j'étais en mode oh mais non, pas encore! Et ça coupe donc. Ça m'a plutôt fait rire. Mais c'est vraiment la seule chose. T'as une histoire tout le film où la personnage principale du coup recherche une recette pour son restaurant parce que du coup je l'ai pas dit mais elle est chef. Moi je pensais que ça allait être la Macédoine parce que plusieurs fois dans le film elle dit qu'elle aime pas la Macédoine, que pour elle c'est vraiment le plat le plus basique, le plus dégueu, voilà ça ne marche pas. Donc je me suis dit bah elle va avoir un parcours de personnage, son repas spécial entre guillemets ça va être la Macédoine. Et non, en fait ça va être, je sais même pas vraiment c'est quoi, mais je pense que c'est quelque chose typique de la région dans laquelle il tourne. Mais du coup son plan en fait ça va être un truc qu'elle mangeait quand elle était enfant, mais ça tu vas le savoir qu'à la fin. C'est à dire qu'à la fin tu vas avoir une scène de ah oui j'aimais bien ça comme j'étais enfant, et tiens hop il va y avoir un plan de 2 secondes sur entre guillemets la même chose mais bien présenté entre guillemets pour faire resto étoilé et tout, pour nous dire que ah oui c'est bon c'est son plat typique, et totalement oublié. T'as vraiment l'impression qu'elle est arrivée à la fin de son scénario, elle a fait ah oui merde il y a cette histoire aussi, et bah elle va mettre ça, allez je vais écrire ça et ça va passer. Bref, c'est un film que j'ai vraiment pas aimé et il était à ça d'être dans mes flops, et franchement là juste en repensant au film je me dis peut-être qu'il aurait mérité d'être dans mes flops. Après au moment où j'ai tourné mes flops, oui non je l'avais déjà vu, franchement je ne sais pas trop, mais j'ai vraiment pas aimé ce film. Je vais repasser aux couleurs bleues parce que je ne suis qu'amour et gentillesse comme vous aurez pu le voir à la séquence d'avant. Et donc parlons de Destination Finale Bloodlines. J'ai bien aimé, franchement j'ai passé un très bon moment devant. J'avais jamais vu en Destination Finale parce que ça ne m'intéressait pas. Et du coup, ce film-là, je suis pour aller le voir avec un pote et je trouve que ça marchait très bien. Je trouve que c'est très divertissant, c'est très drôle. Et je trouve ça fascinant, en fait, à chaque scène, ils arrivent à se renouveler. Je sais pas par rapport au précédent film, mais d'après ce que j'ai entendu des gens qui étaient fans de la saga et tout, ça se renouvelle par rapport aux opus précédents. Et c'est assez fascinant de voir la construction des choses parce que du coup, tu vas avoir plusieurs scènes, je pense de 10 à 20 minutes, où il va se passer un truc, puis une autre chose, et ça va en entraîner une autre et tout ça, pour amener finalement à la conclusion finale où tout va se rassembler. Il y a même des moments où tu vas dire, ah oui, non, c'est bon, c'était un bluff, c'était entre guillemets juste pour nous faire croire, et en fait, c'est bon. Et finalement, ce truc-là que tu pensais qui était juste, voilà, pour te faire croire, va revenir au moment final entre guillemets, et ça marche extrêmement bien. Franchement tu passes un très bon moment devant et ouais c'est très cool, donc franchement je vous le recommande. Dernier film du mois de mai avec The Phoenician Shim, avec un accent vraiment très beau. Et écoutez, c'est un film de Wes Anderson. Vraiment c'est incroyable à quel point Wes Anderson c'est un réalisateur qui m'éprouve rien. Je passe toujours un plutôt bon moment devant ces films, c'est plutôt assez beau. C'est parfois drôle par moment, mais j'oublie assez vite ces films et ça m'impacte pas. Et c'est pareil pour ce film. Il y a toujours ce côté très coloré et en même temps assez désaturé de Wes Anderson qui va être plutôt beau. T'as aussi des acteurs incroyables. Je veux dire, t'as un casting à chaque fois, mais génialissime. T'as notamment un moment, une scène que j'ai adorée où t'as Tom Hanks et Bryan Cranston qui vont faire un basket. Juste pour ça, je suis contente d'avoir vu ce film.
T'as aussi une scène finale avec Benedict Cumberbatch que je trouve ridiculement géniale. Bref, je passe plutôt des bons moments devant ces films, mais vraiment ça ne marque pas. Je pense que si vous aimez Wes Anderson, vous aimerez ce film, mais personnellement, je pense que c'est juste pas forcément fait pour moi. Enfin, pas fait pour moi, parce que pour le coup, j'aime quand même plutôt bien, mais juste, j'aime bien, quoi. Donc, je vous le recommande si vous aimez bien Wes Anderson, mais c'est tout. Passons au film du mois de juin, et pour le coup, il n'y en a pas beaucoup, car il y a eu beaucoup de films dans mes tops. Il y en a 3 dans mes tops, et pour le coup, parlons de Elio, qui a failli être dans mes tops aussi, qui était vraiment, j'ai hésité avec le 10e, qui est également sorti en juin par ailleurs, mais j'ai vraiment hésité, donc allez voir mes tops si vous voulez savoir qui est le 10e. Mais finalement, j'ai quand même mis l'autre film parce que c'est un film qui m'a plus marqué. Parce que Elio, en fait, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, mais qui m'a pas marqué alors que je l'ai vu 2 fois. J'ai vu une fois au cinéma et j'ai revu une seconde fois pour faire ma vidéo Pixar, que vous pouvez aller voir évidemment. Il y a des choses très intéressantes. C'est un bon film Pixar, je veux dire, il a vraiment tout d'un film Pixar. Que ce soit l'animation, même si, encore une fois, j'en parle dans ma vidéo sur Pixar, mais ces dernières années, alors c'est très beau, mais juste, ça se renouvelle pas spécialement, enfin, c'est pas plus intéressant, c'est pas, contrairement à d'autres studios comme Sony Animation, comme DreamWorks qui essaient de nouvelles choses, Pixar, ça reste assez ancré dans la même chose, mais l'animation reste quand même très belle, t'as toujours des thématiques poignantes comme là, pour ce film, la solitude et la famille, qui sont des thématiques qu'on retrouvait déjà dans d'autres films Pixar, mais qui vont être exploitées d'une façon différente. T'as toujours une mise en scène qui te fait parfaitement ressentir les choses, une musique assez bonne, un univers plutôt intéressant qui peut-être manque un peu d'exploitation. J'aurais aimé voir plus de choses de cet univers, mais ça reste quand même plutôt bien, ça te présente des concepts et tout ça qui sont plutôt cool, mais je pense que sa plus grande force et également son plus grand défaut, c'est que ouais, c'est un bon film Pixar, mais justement, c'est qu'un film Pixar entre guillemets. C'est très bien, attention, les films Pixar, j'adore ça encore une fois, mais t'as pas ce petit truc en plus. C'est-à-dire que c'est un film Pixar comme Le Voyage d'Arlo, comme En Avant, comme, je sais pas, Mille et une pattes. Ce sont des très bons films, mais je trouve qu'il manque ce petit truc que tu peux avoir dans Coco, dans Vice Versa, dans Wall-E, qui vraiment rendait ces films particuliers, intéressants et marquants. Et je pense que c'est ce qui manque à Elio, c'est que c'est un très bon film, mais il m'a pas spécialement marqué. C'est vraiment le petit truc, et c'est pour ça notamment que je l'ai pas mis dans mes tops, mais ça n'en reste pas moins un très bon film, dans la continuité de ce que fait Pixar, et je vous le recommande tout de même. Deuxième et dernier film du mois de juin, Le Grand Déplacement. Et écoutez, j'ai pas trouvé ça si mauvais. C'est vraiment, quand j'ai entendu les gens parler de ce film, je m'attendais vraiment à l'adobe de l'année, le pire film et tout, et finalement j'ai pas trouvé ça si nul. Alors, ça reste pas très bon, je veux dire, c'est pas très drôle, à part une ou deux scènes que j'ai trouvées plutôt marrantes, notamment, t'en as une que j'aime beaucoup, c'est le personnage de Jean-Pascal Zadi, qui est complètement débile, et qui, justement, moi, dit, vas-y, je vais faire l'effort, je vais m'informer et tout, et qui va venir parler à une personne et fait, ouais, ça y est, je commence à lire, je m'intéresse des trucs, notamment, hey, tu connais Nelson Mandela ? Je trouve que ça marche plutôt bien, que c'est plutôt drôle, mais c'est la seule blague qui m'a marqué. T'as peut-être une ou deux autres blagues à laquelle j'ai rigolé, mais ouais, c'est pas très drôle. T'as aussi un problème dans le récit du film, c'est que t'as l'impression que, bah, ils voulaient faire telle scène, donc on va faire telle scène, puis on va faire telle scène, puis il y aura telle scène, et du coup ça fait vachement déconstruit, et t'as l'impression qu'ils veulent juste nous montrer des scènes et pas développer quelque chose, donc tu t'attaches pas spécialement au personnage. Niveau mise en scène, t'as rien de particulier à part un moment, la séquence d'entraînement qui va être assez dynamique, où tu vas avoir des zooms particuliers, des dézooms qui vont revenir sur autre chose et tout, qui est plutôt bien. Sinon le reste, c'est assez basique. Bref, c'est pas un bon film, mais je trouve pas ça si mauvais, et franchement, je pense que je l'aurais même pas mis dans mes flops. C'est-à-dire que c'est un film que j'ai pas spécialement aimé, mais je pense qu'on m'en avait dit tellement de mal que quand je suis arrivé devant, bah, j'étais plutôt surprise, et que du coup, ouais, c'est pas un film que j'ai détesté. Donc, c'est pas un film que je vous recommande, mais franchement, c'est pas si catastrophique. Alors, on se retrouve, j'ai dû tourner cette séquence un peu plus tard. Comme vous pouvez le voir, le cadre a changé, parce que j'avais voulu essayer de mettre la caméra un peu plus basse, sauf que ça me coupe la tête, en fait, vous l'aurez vu avant, et ça fait pas très bien, ça fait pas très joli, donc voilà, j'ai remis comme c'était avant, j'espère que c'est mieux. Et nous pouvons reprendre du coup avec le mois de juillet en commençant par Jurassic World Renaissance. Et j'ai plutôt bien aimé. Faut savoir que je suis une très grande fan de Jurassic Park, que c'est l'un de mes films préférés. J'aime vraiment beaucoup Jurassic Park. J'aime plutôt bien le 2.
Le 3, n'en parlons pas. Et Jurassic World, bon. En vrai, il y a le Fallen Kingdoms que j'aime plutôt bien. Et j'ai beaucoup aimé ce Jurassic World Renaissance. Je trouve que c'est peut-être le meilleur film Jurassic World, à égalité peut-être avec Fallen Kingdoms. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Parce que du coup, c'est un film qui essaye pas, comme les Jurassic World 1 ou Jurassic World 3, d'avoir un propos, de faire genre c'est intelligent, mais se louper complètement et complètement contredire le film, comme le faisait Jurassic World 1 et 2. Et Fallen Kingdoms aussi, mais Fallen Kingdoms, au moins, il y avait de la mise en scène, il y avait quelque chose qui faisait plaisir. Là, ce Jurassic World Renaissance, c'est vraiment un divertissement. C'est juste ça. Ça cherche pas à avoir un propos très profond, tu vas avoir des thématiques, évidemment, mais ça cherche pas à être spécialement profond. Ça reprend la critique de l'industrie qu'on pouvait retrouver dans les premiers Jurassic Park et Jurassic World. Là, ça va plus être par rapport à l'industrie pharmaceutique, car du coup, ils vont aller sur une île où il y a des dinosaures pour pouvoir récupérer de l'ADN de dinosaures, pour pouvoir créer certains médicaments, mais qui seront accessibles qu'à une élite, en fait. Donc, tu vas avoir cette critique là-dessus. Mais globalement, c'est juste un divertissement, et ça le sait. Je comprends totalement qu'on puisse ne pas aimer ça, qu'on veuille avoir un Jurassic World avec du sens comme il pouvait y avoir dans Jurassic Park. Et oui, ça serait bien d'avoir un nouveau film comme Jurassic Park, mais au moins, celui-ci, il l'assume. Il essaye pas de faire un faux truc, il l'assume complètement. C'est un divertissement et il marche très bien en tant que tel. Tu vas vraiment avoir des scènes qui vont être stressantes et tout ça avec des dinosaures, je pense notamment avec le Mosasaur, je crois au début. Tu vas avoir même 2 scènes avec lui qui vont être vachement bien. En fait, à chaque scène, à chaque apparition de dinosaure, t'es stressé, chaque scène va se renouveler. Il va quand même y avoir quelques points communs avec certaines scènes qu'on a déjà vues auparavant dans Jurassic Park. Mais ça essaye de nouvelles choses et ça marche plutôt bien. Après, le film a tout de même des défauts, hein. Notamment, je trouve qu'il exploite pas assez le côté mutant des dinosaures. Les dinosaures vont avoir quelques particularités, mais ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on a déjà vu avant. Même le T-Rex, je crois qu'ils ont appelé ça, que voilà, qui nous est teasé dans la bande-annonce, qui nous est teasé au début du film et tout, il apparaît qu'à la fin, et il fait pas si peur que ça. Enfin, il fait peur, mais je veux dire, comme le T-Rex normal, il a pas quelque chose de particulier qui va vraiment le rendre spécial et le rendre mémorable. Aussi, autre petit problème, les personnages. Alors tu t'intéresses quand même à eux, t'as peur pour eux quand il y aura des scènes voilà, qui les mettront en danger, mais tu t'y attaches pas particulièrement. J'ai trouvé que voilà, j'en avais pas grand chose à faire, comme dans les Jurassic World finalement. Voilà, les personnages, je les trouve pas mémorables, je les trouve pas particulièrement attachants, et c'est vraiment dommage parce que c'est l'un des trucs de Jurassic Park, enfin c'est l'un des trucs, Jurassic Park a 96 000 trucs géniaux dedans, mais les personnages, ouais, je les trouve pas attachants, c'est un peu dommage, et même le film en général, il est plutôt oubliable, on va pas se mentir, mais sinon ça reste un très bon divertissement, tu passes un bon moment devant, tu vas avoir quand même quelques idées de mise en scène, ce qui est déjà bien parce qu'il faut savoir que Gareth Edwards est arrivé au dernier moment sur le projet, donc je m'attendais à bien pire, et finalement t'as tout de même des idées qui vont être intéressantes, faire des jeux de caméra parce que la caméra va être placée à certains endroits et va te cacher certains dinosaures. Tu vas avoir quand même cette impression de gigantisme. Et notamment, tu as une scène, et cette scène fait pour moi de ce film vraiment l'un des meilleurs Jurassic Park World. Bon après, à part Jurassic Park et Jurassic Park 2, il n'y a pas d'excellents films non plus. Mais tu auras une scène qui vraiment m'a fait ressentir des choses que je n'avais pas ressenties depuis Jurassic Park. Après, ça va être vraiment inspiré de la scène du coup de la découverte des dinosaures. C'est beaucoup inspiré d'elle. Bon, en plus, t'as la musique aussi, mais cette scène vraiment m'a mis des frissons. Et tout le jeu de Jonathan Bailey et tout m'a vraiment mis des frissons de cette découverte, de ce waouh. Et j'étais vraiment pleinement à fond dedans. Donc, le film a au moins réussi ça. Et il faut le souligner. Bref, en général, c'est un très bon divertissement. Je vous le recommande. Passons au suivant. Les suivants sont Superman et les 4 Fantastiques. Pour les 2 films, j'en ai déjà fait des vidéos, donc allez les voir. À souligner pour les 2 que c'était des films que j'avais beaucoup aimés lorsque je les ai vus, mais ils m'ont pas tant marqué. Peut-être un peu plus Superman que les 4 Fantastiques, mais en général, c'est pas des films qui m'ont marqué, c'est des films que j'ai bien aimés. Si vous voulez plus de détails, allez voir mes vidéos, et pour passer au suivant, Les Bad Guys 2, et j'ai été énormément déçu pour ce film. Je trouvais que le premier film apportait quelque chose de différent, que ça soit bon d'un point de vue de l'animation, voilà, t'avais ce côté 2D 3D, mais cette fois-ci ça faisait vraiment plus peint que dessiné, donc
c'était quelque chose d'intéressant. T'avais aussi le fait que les personnages brisent le quatrième mur. T'avais plusieurs idées créatives que je trouvais vraiment intéressantes dans le premier, que je trouvais drôles. Je trouvais les personnages attachants. Et ce second film, c'est une suite. C'est tout ce que j'ai à dire du film. C'est vraiment les personnages... Alors, sont attachants parce que tu t'y es attaché dans le premier film. Mais dans celui-là, il n'y a pas grand-chose de particulier. Les nouveaux personnages vont pas être spécialement marquants. Et finalement, je me suis un peu ennuyé devant le film. Parce que je m'attendais pas du tout. Même les blagues, il y a quelques blagues drôles, notamment une à la fin, où tu vas avoir un personnage qui va avoir un monologue, tu vas avoir un cut d'un coup, que je trouve très drôle, que voilà, ça m'a bien fait rire. Tu auras quelques autres blagues dans le film qui vont être plutôt amusantes, mais je trouve que c'est pas aussi drôle que le premier. Je trouve que même les scènes sont pas aussi dynamiques que le premier, enfin t'as pas toute cette créativité, je trouve. Que ouais, en fait c'est juste une suite, que ça apporte rien de nouveau, et c'est pas spécialement intéressant, donc je vous la recommande pas honnêtement, et j'en suis la première désolée, mais ouais, j'étais vachement déçu pour ce film. Passons au film suivant, Trans-Amazonia. Ça fait partie de ces films que je vais voir sans savoir de quoi il parle, c'est vraiment juste, bah là je sais pas, j'ai 2 heures où j'ai rien à faire, donc je vais au ciné, je vais voir un film au hasard, et bah c'est tombé sur celui-ci. Pour le coup, j'ai pas pu beaucoup le faire cette année, enfin l'année dernière. Voilà, il y a 2-3 films il me semble, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire pour découvrir des films. Et pour le coup, Trans-Amazonia, j'ai pas trop aimé, mais t'as quand même des choses intéressantes. Ça va nous raconter l'histoire d'une jeune fille en fait qui va survivre à un crash d'avion, et par la suite son père va créer une sorte de secte autour d'elle, car du coup elle va être désignée comme l'envoyée de Dieu, celle qui a survécu et tout ça. Et du coup tu vas suivre cette famille tout au long du film, à jamais savoir si c'est vrai ou si c'est juste un mensonge. Enfin, tu vois clairement que le père exploite ça, mais tu sais pas si est-ce qu'elle a vraiment des pouvoirs spéciaux ou est-ce que c'est juste une fille comme une autre. Aussi à côté, tu vas avoir un peuple en fait qui vit dans la jungle et qui va lutter parce que tu as une entreprise de déboisement qui veut raser leur habitat. Donc tu vas avoir leurs combats eux à côté qui vont être reliés à la jeune fille et tout. Tu vas avoir des choses plus intéressantes comme ça dans le film qui va parler du coup de Dieu, mais disons plus simplement du pouvoir humain. Surtout voilà, parce que du coup t'as littéralement des humains qui veulent envahir les territoires d'autres humains juste pour le profit. Donc ça va poser problème. Est-ce que les humains ont ce pouvoir là? T'as une humaine du coup qui a un pouvoir spécial, ou du moins c'est ce qu'on nous dit. Donc t'auras tout un débat comme ça dans le film qui est plutôt bien. C'est assez bien construit. Aussi, la mise en scène est plutôt assez belle. Je veux dire, tu vas avoir notamment un plan au début. Ça va commencer dans la jungle et tu vas avoir un panneau et tu vas arriver sur quelques débris de l'avion. Et ensuite, sur l'endroit où du coup, où est la jeune fille, où elle a survécu et tout ça. Ça va être plutôt beau. Tu vas avoir plusieurs plans qui vont être plutôt sympathiques. Certains plans, forcément, qui vont faire assez religieux, assez divinité. Bref, c'est un film qui est plutôt bien, mais que j'avoue, il m'a pas particulièrement touché. Je vous le recommanderais quand même car c'est un film que je trouve intéressant, mais personnellement ouais ça m'a pas touché. Après je préfère largement voir un Trans-Amazonia qu'un Captain America Brave New World qui clairement propose rien. Là c'est juste que cette proposition m'a pas plu, mais ça propose vraiment quelque chose, donc franchement je vous le recommanderais malgré le fait que j'ai pas trop apprécié le film. Passons au mois d'août avec Y a-t-il un flic pour sauver le monde? Alors, j'avais jamais vu un Y a-t-il un flic, alors que c'est des films que vraiment je veux absolument voir. Je les ai pas revus depuis parce que je n'arrive pas à prendre le temps. Mais un jour, je prendrai le temps, je me materai tous les films qu'il faut absolument que je vois, même si c'est pas possible, il y a tellement de films qu'il faut que je vois. Du coup, je peux pas dire en comparaison par rapport aux anciens films si c'est bien ou tout ça, mais par rapport à juste le film qui est une proposition humoristique, j'ai trouvé ça sympathique. C'est plutôt assez drôle, tu vas avoir des propositions intéressantes, tu vas avoir aussi plein de types d'humour, des humours sur le jeu de mots, sur l'absurde, de l'humour noir, enfin bref voilà, de l'humour beauf aussi. Il y a des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais je pense que vraiment ça peut plaire à un assez grand nombre parce que t'as vraiment plein de propositions humoristiques dans ce film, donc même si t'en as une qui va pas te plaire, c'est pas grave car 2 minutes après, t'en auras une autre qui apportera quelque chose et peut-être qui te plaira. Notamment, moi, t'as une scène, un moment qui est dans la bande-annonce où tu vas voir quelqu'un qui va les espionner et qui va croire que la fille est en train de lui tailler une pipe. Personnellement, ce genre d'humour, ça peut me faire rire, mais dans le film, là, cette scène, je la trouve pas particulièrement drôle et un peu lourde.
Mais après, tu vas avoir d'autres scènes pour commencer. T'as notamment une scène à un moment avec un bonhomme de neige que j'ai trouvé assez drôle. T'as aussi la réplique que tout le monde cite, c'est qu'il va voir quelqu'un au bar et que le mec lui dit: vous avez tué mon frère, mais j'ai tué 500 personnes, vous l'avez tué de dos, mais il en reste au moins 100, vous l'avez tué comme ça, mais au moins 50, il était blanc. Oh, Denis! Je sais pas si c'est Denis, mais voilà, cette blague-là est évidemment très drôle et je comprends totalement que c'est ce qui ressort le plus du film parce que à la fois c'est drôle et en même temps ça critique la police et notamment le racisme au travers de la police. Bref, c'est un film qui est plutôt drôle, plutôt inventif, mais ouais, j'avoue que c'est pas un film qui m'a particulièrement marqué. Je veux dire, dans le même style, je préfère largement Cité de la peur, voilà, qui est d'ailleurs inspiré des premiers Y a-t-il un flic, hein, enfin dans le style d'humour et tout ça, je parle. Mais voilà, ce film, il était plutôt bien, mais je sais pas, il manquait quelque chose, ça n'a pas particulièrement pris sur moi, même s'il y a quelques scènes, encore une fois, qui m'ont fait un peu rire. Et c'est déjà le dernier film du mois d'août, et pour le coup, là, c'est une comédie que j'ai beaucoup aimée, La Guerre des Roses. Et pour le coup, je pense que si j'avais vu le film en VO, il aurait sûrement été dans mon top, parce que là, du coup, je l'ai vu en VF, j'ai tout de même beaucoup aimé le film, mais j'aurais tellement préféré le voir en VO. En plus, de base, je devais le voir en VO, et je sais pas si c'est parce qu'il y a eu un problème sur l'application Pathé ou si c'est parce qu'il y a eu un problème dans les réservations et tout, mais finalement le film est en VF, j'étais un peu déçu parce que, comme j'ai dit plus tôt, j'adore Olivia Colman, et notamment en humour, je la trouve très drôle. Là, t'as aussi Benedict Cumberbatch, qui est pareil, quelqu'un que je trouve assez drôle, et que j'aurais bien aimé entendre en VO, et t'as même d'autres personnes dans le film, t'as Andy Samberg, t'as, j'ai oublié son nom, elle. Voilà, je mets son nom là, qui paraît sur des personnes que je trouve plutôt marrantes. Donc, j'aurais vraiment beaucoup aimé le voir en VO. Je pense que la VF m'a gâché un peu du film, mais je trouve que ça reste quand même un très bon film. Vraiment très drôle. Tu vas avoir un humour noir au long du film qui est vraiment génialissime. Je veux dire, t'as un moment par exemple, t'as le père qui va avoir des problèmes dans sa vie professionnelle et tout ça, et qui va être du coup un peu en dépression, et ses enfants vont croire qu'en fait leur père veulent se suicider. Et donc, quand ils arrivent et qu'ils voient leur mère, ils font: mais maman, maman, papa il va se suicider, on va devenir orphelin. Et elle répond: mais non, vous serez pas orphelin, je serai là moi. C'est vraiment le style d'humour que j'adore, de elle s'en fout de son mari se suicide. Non, ça va, mais non, mais oh, je serais là, vous êtes con ou quoi? Oh, pareil, là, j'aurais tellement aimé voir cette scène en VO parce que, alors, t'as quand même les mimiques et tout ça qui sont très drôles d'Olivia Colman, mais je suis sûr que rien d'entendre sa voix, ça m'aurait vraiment fait encore plus aimer le film. Mais ça va être comme ça tout le long du film, car du coup l'histoire ça va être un couple qui sont fous amoureux, mais qui au fur et à mesure des années s'éloignent de plus en plus, et notamment vont pas mal s'engueuler, mais qui vont aussi se plaire là-dedans. T'as notamment au tout début du film une scène chez la psy, et où du coup la psy elle va dire donner des qualités sur l'autre personne, et au début tu vas avoir un peu de qualité, genre ça va, t'es un peu sympathique, je sais pas, et après tu vas avoir le truc de t'es pas si con que ça. Après, tu vas voir le truc, t'es une merde. Et ensuite, t'es vraiment un énorme fils de. Bref, t'as un truc déjà assez drôle où ils surenchérissent à chaque fois. Et en plus, t'as la psy qui veut les engueuler parce que c'est pas l'exercice et tout. Et eux, ils vont être là en mode: ah, mais non, c'est vachement bien ça, vas-y, c'est quoi ta prochaine? Oh, t'as mis ça, c'est vachement bien. Et ils se félicitent des insultes que l'autre leur donne. Et ils ont vraiment une dynamique génialissime, je trouve. Et ça va être plein de trucs comme ça. La scène finale, ça va être là une surenchère. Et bref, je trouve que c'est vraiment très drôle. Et que, ouais, j'ai vraiment passé un très bon moment devant ce film. Était vraiment à ça du top. Et c'est un film que je vous recommanderais. Et faudrait que je me le refasse en anglais pour vraiment pleinement profiter du film. Passons au film du mois de septembre avec Mac Walter. Et j'ai trouvé que c'était assez moyen. J'aime plutôt bien Mr. V. Généralement, je trouve que c'est l'une des personnes les plus drôles sur YouTube. Il arrive à toujours se renouveler, à créer des choses créatives et tout. Et la série Mac Walter, pareil, c'est une série que j'aime bien, que je trouve drôle, et c'est notamment un truc qui marche parce que t'as des blagues tout le temps avec Mac Walter, dans les vidéos YouTube je parle, mais le problème avec ce film c'est que dans une vidéo YouTube, t'as une blague qui marche pas, c'est pas grave, 3 secondes plus tard t'as une nouvelle blague, mais dans un film, t'as une blague qui marche pas, tu dois attendre quelques minutes pour avoir une bonne blague qui va te faire rire. Je parlais juste avant de Y a-t-il un flic qui réussissait à avoir des blagues qui parfois ne te feraient pas rire, ne marchaient pas forcément, mais vu que t'avais une blague tout de suite après ça allait. C'est pas le cas de ce film, il y a vraiment des moments qui vont pas être très drôles, ou du moins qui vont pas faire rire. Et tu vas devoir attendre un petit moment quand même pour avoir une nouvelle blague qui est intéressante. T'as quand même des choses assez drôles, t'as notamment, moi, quelque chose qui me fait énormément rire, c'est
toutes les voix de Freddy Gladieux, parce que j'ai dit que Mr V était l'une des personnes que je trouvais les plus drôles sur internet, mais Freddy Gladieux est je pense la personne que je trouve la plus drôle sur internet. Et du coup dans le film, je crois qu'il a un rôle vraiment physique, mais sinon il va faire plein de voix, vous savez, de voix d'arrière-plan, de voix pour créer voilà, un environnement et tout. Et à chaque fois je le trouve hilarant, il raconte des trucs à la con, des trucs pas forcément intéressants, mais il donne une intonation et tout ça qui me font rire et voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment bien aimé. T'auras aussi d'autres blagues qui vont être créatives, qui vont être plutôt drôles. Ça va être sympathique, mais je trouve que, comme pour Y a-t-il un flic, tu t'attaches pas particulièrement au personnage, t'en as pas grand chose à faire de l'histoire, et t'attends juste la prochaine blague en fait. Et du coup, contrairement à Y a-t-il un flic, bah là t'en as pas mal qui m'ont déçu. Donc finalement, le film, j'ai trouvé assez moyen et je le recommanderais pas forcément. Passons au suivant avec Classe moyenne. Et écoutez, j'ai trouvé que c'était vachement bien. J'ai trouvé que c'était vraiment sympathique parce que du coup, l'histoire, ça va être, tu vas avoir une famille de riches, globalement, qui vont plutôt exploiter leurs jardiniers et jardinières et qui vont vouloir les virer à un moment. Sauf que eux, bah, ils sont pas trop contents, donc ils vont mener une révolution et tu vas avoir tout un débat entre eux, notamment bah, le changement de pouvoir entre les deux familles, et ça va mener à des interactions plutôt drôles, plutôt intéressantes, et ils vont essayer de négocier, notamment avec un interlocuteur qui vient justement de la classe moyenne, et qui du coup va essayer de négocier pour que les deux s'accordent. Et j'aime plutôt bien la morale de l'histoire qui est globalement tout le monde est un connard, et les seuls qui sont pas si cons, et bah ils finissent par payer le prix. Et je trouve que ça marche plutôt bien. Et je trouve que c'est plutôt intéressant dans ce propos-là. Ça va être plutôt drôle, même si c'est pas hilarant non plus. Tu auras quand même quelques blagues qui vont assez bien marcher. Bref, je trouve que c'est une plutôt bonne comédie qui va avoir un propos intéressant. Donc franchement, je vous recommande Classe moyenne. Passons au mois d'octobre avec Un simple accident. La Palme d'Or de cette année. Et j'ai plutôt bien aimé le film. Ça va nous raconter l'histoire d'une personne en fait qui vit tranquille avec sa famille. Sauf qu'à un moment, par hasard, elle va retomber sur une personne qui l'a torturée, car du coup, c'est un film qui se passe en Iran, avec du coup le régime totalitaire, qui font des choses pas très sympathiques, t'as des histoires où ils torturent des gens et tout. Et du coup, là, c'est l'une des personnes qui était prisonnière et qui s'est fait torturer, qui va retrouver l'un de ses bourreaux et qui va le kidnapper. Et il va y avoir plusieurs personnes qui ont également subi les actes de cette personne, et il va y avoir tout un dilemme de qu'est-ce qu'on fait de cette personne, parce que t'en as qui veulent la tuer, t'en as qui veulent laisser ça derrière eux, t'en as qui sont dans le déni, et du coup ça va être tout un discours sur la rancœur, qui va évidemment aussi au passage critiquer les méthodes absolument affreuses du régime iranien en ce moment. Et du coup, ça va être plutôt intéressant de voir les dilemmes de ces personnages. Tu vas avoir aussi une thématique parce que cette personne a une famille, il va y avoir des problèmes avec sa famille, et donc de qu'est-ce qu'il faut faire parce que sa famille elle a rien fait, mais en même temps est-ce qu'elle mérite notre aide et tout. Il va y avoir plusieurs dilemmes qui vont être plutôt intéressants. Tu vas avoir aussi des performances d'actrices qui vont être vraiment excellentes, notamment à deux scènes. Voilà, à deux scènes, tu as une scène dans le désert, tu as plusieurs scènes dans le désert, mais tu as une scène dans le désert en particulier et une scène à la fin qui va être en plan séquence. Les deux scènes vont être en plan séquence et tu vas avoir des performances vraiment extraordinaire. Bref, c'est un très bon film, très intéressant, et je vous le recommande franchement. Passons au film suivant, Nouvelle Vague. Du coup, ça va être le film qui va nous raconter comment s'est passé le tournage d'À bout de souffle, qui est du coup le premier long métrage de Jean-Luc Godard, et des problèmes qu'il y avait dans ce film, et des problèmes qu'il y avait avec Jean-Luc Godard, disons, en général. Il faut savoir que je n'ai pas vu À bout de souffle, et que j'ai vu aucun film de Godard, je crois encore. Il me semble pas. C'est peut-être un moment sans le savoir, mais voilà, ça fait partie, encore une fois, des films qu'il faut que je voie. Du coup, j'y suis allé vraiment juste pour voir le film. Et pour le coup, j'ai plutôt bien aimé. J'ai trouvé ça assez intéressant. Et à par moments, ça fait vraiment un peu référence pour la référence. Tu vas avoir notamment plein de réalisatrices de l'époque qui vont apparaître, et t'as notamment à chaque fois que t'as un nouveau personnage qui apparaît, une image de l'actrice seulement et son nom en dessous, qui est quelque chose que je peux comprendre, mais il y a des fois où je trouve que ça fait un peu trop. T'as notamment un moment, tu vas avoir toute une salle de plein de réalisatrices différents, et tu vas avoir un plan à chaque fois sur tous, tu vas faire le tour, et en fait ils servent juste dans cette scène, ils sont juste là dans cette scène, t'en as qui parlent même pas, mais t'as vraiment l'impression que c'est juste le réalisateur qui est là, qui est en mode et vous voyez, on a réussi à trouver un actrice qui représente bien telle réalisatrice. C'est bien, non? Vous voyez, et vous vous souvenez de eux, ils étaient bien.
vous aimez bien, moi aussi j'aime bien. T'as l'impression que c'est là juste pour ça. Aussi, tu vas avoir une image comme à l'époque, entre gros guillemets, parce que c'est quand même moderne. Tu vas juste avoir le format, je ne sais pas c'est quoi le format précisément, je l'affiche ici. Mais voilà, qui va du coup reprendre celui de l'époque, et ça va être en noir et blanc. Mais j'ai trouvé l'histoire de ce tournage assez intéressante. Tu t'attaches aux différents personnages, même à Jean-Luc Godard, qui est un peu un connard, je veux dire notamment, c'est vraiment le réalisateur, avec, bah non, aujourd'hui j'ai décidé qu'on tournait juste ce plan-là, donc on tourne juste ce plan-là, on prend une prise et c'est fini. Et voilà, il a un côté très antipathique, mais pourtant tu t'attaches quand même à lui. Bref, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Les actrices aussi, j'ai pas dit, mais ils sont vachement bons et ils ressemblent vachement. Enfin, le seul de qui je peux me référer, c'est Jean-Paul Belmondo, parce que c'est le seul que je connais vraiment, entre guillemets, je veux dire que je connais assez physiquement pour voir la ressemblance et tout. Et pour le coup, l'acteur ressemble énormément. Pendant un temps, je pensais même que c'était l'un de ses petits-enfants ou quoi que ce soit, et il me semble pas. J'ai vérifié, et non, il a aucun lien de parenté avec Jean-Paul Belmondo, donc vraiment physiquement, il ressemble énormément. Je sais pas si c'est le cas avec tous les actrices et réalisatrices, mais je trouve que ça marche très bien, et même au-delà de la ressemblance, les actrices vont être tous assez bons. Mais bref, j'ai trouvé que c'était un assez bon film, même moi qui m'y connais pas du tout, entre guillemets, la nouvelle vague. Je connais le mouvement, je connais le principe, je connais les principaux auteuristes, entre guillemets, notamment, bah, du coup là, Jean-Luc Godard. Mais j'ai pas vu énormément de films de cette époque, donc j'ai pas d'attachement particulier. Je sais pas si ça respecte bien, je ne sais pas si les personnes qui aiment la nouvelle vague vont aimer ce film, mais en tout cas, personnellement, c'est un film que j'ai plutôt bien aimé. Et en fait, nous passons déjà novembre, parce que 3 films d'octobre sont dans mes flops, donc allez voir mes flops. Et on commence avec T'as pas changé, et c'était plutôt sympa. C'est du coup une comédie réalisée par Jérôme Commandeur, avec lui-même, François Damiens et Laurent Lafitte dans les rôles principaux. Et c'est l'histoire de 3 personnes qui étaient populaires au lycée, mais qui ont aujourd'hui pas loin de 50 ans, il me semble, même peut-être 50. Tu vas avoir l'un de leurs potes qui va décéder, et donc ça va les réunir, eux et d'anciennes personnes dans leur classe, et tu vas avoir un discours plutôt intéressant sur le harcèlement, disant en général une critique voilà, de ces personnes-là. Tu vas aussi avoir du coup un discours forcément sur l'âge, parce qu'ils ne sont plus aussi jeunes qu'à l'époque, ils sont plus aussi populaires qu'à l'époque, et du coup ça va être toute une comédie sur ça, et ça va être plutôt drôle. Tu vas avoir plusieurs scènes qui sont assez drôles, notamment qu'on voit dans la bande-annonce sur Jérôme Commandeur qui veut se suicider. Bref, si vous n'avez pas vu la scène, je vais pas vous en dire plus. Tu vas avoir notamment une scène à un enterrement. Et déjà la scène, c'est t'as un enterrement et la musique, c'est Le lion est mort ce soir. Et du coup, tu vas avoir un panoramique sur les 3 personnages où tu vas avoir Jérôme Commandeur qui est le plus sensible entre guillemets, qui va être en pleurs. Ensuite, François Damiens qui en a rien à faire. Et Laurent Lafitte qui est à fond, qui est là, qui est en mode... Et du coup, ça crée quelque chose d'assez drôle de voir le décalage. Et même après, je sais pas si c'est dans le même panoramique, mais tu vas avoir même la femme, du coup, de la personne qui est morte qui va être là, qui va danser un peu. Ça crée un décalage plutôt intéressant. Tu auras plusieurs choses comme ça dans le film. Bref, en général, c'est assez drôle. C'est un discours assez intéressant aussi, une remise en question des personnages qui va être plutôt bien. Les personnages vont être plutôt attachants, notamment le personnage de Jérôme Commandeur et de Vanessa Paradis. T'as aussi un casting qui est vraiment excellent, alors par les actrices qui sont de grands noms entre guillemets, mais surtout leur version plus jeune, c'est hallucinant à quel point elle leur ressemble. Notamment Vanessa Paradis, c'est incroyable à quel point tu dirais que c'est vraiment elle plus jeune. C'est incroyable, c'est vraiment le casting a été vraiment très bien fait et les jeunes actrices sont plutôt bons. Bref, franchement, c'est une assez bonne comédie et je vous la recommande car on dit souvent que les comédies françaises sont pas drôles, mais cette année, pour le coup, il y en a eu plusieurs qui sont vraiment pas mal et qui marchent très bien, donc allez les voir. Bon, maintenant c'est plus en salle, mais c'est sûrement en VOD quelque part, donc si vous arrivez à les trouver, franchement, allez les voir car c'est vachement bien. Ensuite, Insaisissable 3. Faut savoir que je ne connaissais pas la saga Insaisissable, que je l'ai découverte du coup avant d'aller voir ce 3e film, et c'est sympa, tu passes un bon moment. Et tu vas avoir des jeux plutôt intéressants car du coup ça va être centré sur des magiciens pour ceux qui ne savent pas, qui vont des spectacles etc. pour rendre justice entre guillemets, et ça va être plutôt intéressant. Tu vas avoir du coup des jeux avec la caméra, tu vas avoir aussi des jeux dans les décors et ça marche plutôt bien, c'est assez divertissant. Bref, je trouve que
c'est sympa, c'est un bon moment. C'est pas un grand film ou quoi que ce soit, mais je trouve que ça passe plutôt bien. Suivant le gang des Amazones, ça nous racontait l'histoire d'un gang de braqueuses. J'en avais pas grand chose à faire de l'histoire. Je trouve que tu t'attaches pas spécialement au personnage. Et l'histoire qui est pourtant intéressante et tout ça, j'ai eu beaucoup de mal à rester dedans. T'as des choses intéressantes quand même. T'as notamment une scène de Laura Felpin à la gendarmerie que j'ai vraiment trouvé bluffante. Enfin, j'ai vraiment trouvé très douée. Elle m'a mis des frissons. Enfin, vraiment, elle était superbe. Pour le coup, t'as d'autres actrices, notamment Mallory Wagner, qui est une actrice avec laquelle j'ai un peu de mal. Je sais pas si c'est à chaque fois qu'elle choisit des rôles de personnages insupportables et donc qu'elle joue très bien, ou si c'est juste une mauvaise actrice insupportable. On va dire que c'est la première solution. Dans ce cas-là, c'est réussi, mais j'ai vraiment énormément de mal avec cette actrice, on va dire ses personnages, parce que je connais pas l'actrice personnellement. Mais ouais, j'ai vraiment beaucoup de mal avec. Pour celles qui ne savent pas, c'est celle qui a joué notamment l'année dernière dans L'amour ouf, et je déteste L'amour ouf. Et elle, dedans, ouais, je ne la supporte pas. Aucun des personnages de L'amour ouf, je les supporte, je les trouve tous détestables au possible. Mais bref, du coup, c'était pareil dans ce film. En général, à part Laura Felpin, comme j'ai dit, que je trouve vraiment attachante, notamment grâce à cette scène, à la gendarmerie et tout, et Mallory Wagner, que je supporte pas, les autres, je m'en fichais. Et ouais, il n'y a pas grand chose d'intéressant. T'as tout de même une caméra épaule qui va être très souvent là pour vraiment te faire sentir la réalité des choses, pour te mettre au plus proche de nos personnages. Et ça n'a pas spécialement marché sur moi parce que même si on était proche de nos personnages, j'avais pas grand chose à faire. Donc ouais, c'est pas un film que je recommanderais. T'as aussi un moment où on va te mentionner un personnage, je ne savais pas qui c'était. On te mentionne, on dit ah il s'est passé ça, et j'étais en mode mais qui c'est? Tellement j'en avais rien à faire de l'histoire. Donc c'est peut-être vraiment juste moi qui, voilà, mais pas du tout accroché au film et juste me suis pas intéressé, et ça se trouve c'est un excellent film ou quoi que ce soit. Mais ouais, non, j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec ce film et je vous le recommanderais pas. Ensuite, Running Man. C'était sympa. C'était sympa. J'ai passé un plutôt beau moment devant. Voilà, j'ai trouvé que ça remplissait très bien son rôle de divertissement, mais c'est tout. J'étais pas particulièrement attaché au personnage. T'as une scène qui est plutôt marquante dans le film. Voilà, la scène dans la maison avec le personnage de Michael Cera, qui est la meilleure scène du film, qui est vraiment quelque chose d'intéressant et tout. Mais en général, ouais, c'est pas un film qui m'a marqué. C'est pas un film que j'ai trouvé si intéressant. T'as un propos qui est plutôt bien et que je pense les États-Unis ont besoin en ce moment. Mais ouais, je trouve que c'est pas exceptionnel, que ça apporte pas grand chose de nouveau. Même en termes de mise en scène, t'as quelques bonnes idées, t'as quelques plans dynamiques et tout, mais c'est pas exceptionnel. C'est pas, ouais, ça m'a pas marqué. Donc, c'est même pas un film que je vous recommanderais particulièrement. Vous passerez sûrement un bon moment devant, hein, c'est pas désagréable. Mais ouais, ce film m'a vraiment pas marqué, et je sais pas, je trouve qu'il y a rien de particulier dans ce film, il y a rien de marquant. Et c'est dommage. Dernier film du mois de novembre avec Zootopie 2. Et je suis assez partagé sur ce film. Je trouve que c'est sympathique, que voilà, les personnages sont toujours aussi attachants, même voire encore plus attachants que dans le premier film. Tu vas avoir des développements, voilà, encore plus profonds par rapport à nos deux personnages principaux. Et notamment du point de vue de leur relation, tu vas avoir des choses vraiment très intéressantes et tout. J'ai passé aussi un plutôt bon moment devant ce film. Mais je dois avouer que pour ce qui est du reste, ça fait un peu forcé. Je trouve pas qu'il y avait spécialement besoin d'une suite à Zootopie. Je trouve que cette suite apporte pas grand chose dans ce monde. Enfin, surtout que ça contredit un peu le premier. Je veux dire, dans le premier, c'est on vit tous en harmonie, il y a quelques problèmes et tout. Mais là, c'est on vit tous en harmonie. Ah, mais oui, mais au fait, bah, il y a les serpents aussi. Enfin, t'as les reptiles, généralement, qui ont pas le droit d'être à Zootopie. C'est bizarre qu'on en ait pas entendu dans le premier film, et que surtout, là, t'entends parler et t'as pas de ah, quoi, mais attendez, il y a une espèce qui est interdite à Zootopie, mais ça contredit totalement l'esprit de Zootopie, mais comment c'est possible? T'as pas de cette réflexion-là, et du coup, c'est vraiment bizarre, je trouve, que ça soit juste intégré comme ça, et du coup, ouais, je trouve que c'est un peu bizarre, et même en général, ça fait un peu forcer toute l'histoire, donc, je sais pas, j'ai passé un bon moment, les personnages sont attachants et tout, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui marche pas, je trouve qu'il y a quelque chose d'incohérent. T'as tout de même une animation toujours aussi bonne, hein, je veux dire c'est Disney évidemment. T'as des références aussi qui parfois marchent très bien, parfois font très forcé. Je veux dire par exemple la référence Silence des agneaux, celle-ci elle marche très bien, elle est vraiment très drôle et tout ça. Mais
la référence à Shining, pourquoi? Enfin, je veux dire, vraiment, je vois pas l'intérêt, c'est juste là pour être là, c'est juste là pour être en mode « c'est Shining, c'est Shining !» Ce qui a marché sur moi, j'étais vraiment en mode « c'est Shining !» Mais après, j'étais en mode « Pourquoi, en fait? Ok, c'est marrant, c'est une petite référence et tout, mais pourquoi spécialement Shining là? Ça fait vraiment forcer dans le récit. Et écoutez, je suis vraiment partagé sur ce film, donc je sais même pas si je vous le recommanderais. Passons au mois de décembre. Premier film du mois de décembre, Wake Up Dead Man. J'aime beaucoup la saga à couteau tiré. J'avais beaucoup aimé le premier film. J'avais un peu moins aimé le second. Je les ai revus juste avant de voir le troisième, et pour le coup, ça a été l'inverse. Je trouve que en second visionnage, le premier est un peu moins intéressant et pour le coup le second je le trouve encore plus intéressant. Je trouve qu'il y a des choses vraiment assez bien construites et tout. Et ce troisième film, je sais pas. C'est, je pense, le moins bon de la saga à couteau tiré parce que notamment, je trouve que t'as moins ce travail d'enquête. Enfin, t'as ce travail d'enquête mais différent, qui est quelque chose d'intéressant, qui est une bonne idée, mais personnellement ça m'a un peu moins plu. J'aime quand même l'idée encore une fois parce que à chaque film, entre guillemets, ça se renouvelle, ils essayent de créer quelque chose de nouveau, une nouvelle façon d'enquêter et tout, mais j'ai eu un peu de mal avec cette façon dans le film. Après, encore une fois, ça se trouve en le revoyant, ça me plaira comme ça m'a fait avec La Sonienne, mais t'as tout de même des choses assez intéressantes dans le film. Tu vas avoir notamment tout un discours religieux. Et pour le coup, j'étais assez étonné parce que, connaissant Ryan Johnson, qui est quelqu'un d'assez provocateur, disons, je m'attendais à vraiment qu'ils soient en mode « la religion c'est de la merde, allez vous faire foutre », ce qui est un peu le cas, mais c'est quand même assez respectueux de la religion parce que, notamment, t'as le personnage principal, entre guillemets, autre que Benoît Leblanc, qui est joué par Josh O'Connor, qui est du coup un prêtre, et qui va montrer les bonnes choses, entre guillemets, qu'apporte la religion. Et du coup, j'ai bien aimé ce discours de, t'en as qui se servent de la religion juste pour faire de la merde, juste pour expliquer leurs actes absolument affreux, et t'en as d'autres qui vraiment sont là pour aider leurs prochains et tout ça. Bref, entre guillemets, le côté positif de la religion. Et du coup, j'ai plutôt bien aimé ça. Et en plus, ça va suivre notre personnage de Benoît Blanc, qui est pareil, qui au début, qui est un peu sceptique par rapport à la religion, et qui à la fin est en mode, non mais je suis pas religieux ou quoi que ce soit, mais tu m'as aidé à comprendre, entre guillemets, les bienfaits que ça pouvait apporter et les choses bonnes qu'il y a dans la religion, du coup chrétienne spécifiquement dans ce film, mais ça a un truc plus général. T'as quand même des choses assez intéressantes visuellement. Faut savoir que j'aime énormément l'imagerie religieuse. Voilà, je suis pas du tout religieuse ou quoi que ce soit. Du coup, c'est pour ça aussi que j'ai bien aimé le discours du film, mais j'aime beaucoup l'imagerie religieuse qu'il y a en général et tout. Et t'as vraiment une image très belle dans ce film. Tu vas avoir un jeu, notamment dans les flashbacks, qui va être assez intéressant. Parce que du coup, tu vas avoir l'image découpée avec certaines parties normales, entre guillemets, et certaines colorées d'une certaine façon, parfois en rouge, parfois en bleu, ou quoi que ce soit, qui du coup nous rappelle les vitraux de l'église, qui va être plutôt intéressant. Tu vas avoir aussi du coup avec ces vitraux de l'église une lumière particulière, voilà, apportée par les différentes teintes, voilà, des vitraux, qui est plutôt belle. T'as quelque chose que j'aime beaucoup, c'est dans cette église, tu vas avoir la croix, voilà, classique, qui a été retirée pour une certaine façon et qui est pas remise parce que le prêtre de l'église apporte ses raisons et tout. Et du coup, ça rend quelque chose de très beau parce que t'as plus la croix en elle-même, mais par contre, t'as la trace de la poussière, entre guillemets, de la croix. Parce que du coup, forcément, avec le temps, les murs, ils s'est abîmé en fond, il s'est sali. Mais l'endroit où il y avait la croix, du coup, ça pouvait pas aller parce qu'il y avait la croix devant. Et du coup, t'as une partie blanche, en fait, qui ressort. Et j'aime beaucoup dans l'idée et tout ça que ça ressort. J'aime beaucoup et je trouve que c'est assez beau et tout. Le film reste tout de même assez drôle. T'as notamment une scène que j'ai beaucoup aimée. Tu vas voir deux prêtres qui vont du coup se confesser à l'autre. Mais pour se confesser, ils doivent avoir une écharpe. Du coup, tu as un moment littéralement où ils vont avoir l'écharpe et ils vont se la passer pour se confesser à l'autre. Et notamment pour critiquer l'autre. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment faire « Oui, monseigneur, j'ai péché, je ne peux pas blairer l'autre prêtre là. » Et l'autre il fait « Vas-y, reprends l'écharpe. Vraiment, j'en ai marre de lui. Je pense que c'est vraiment un connard que... » Vraiment, je le supporte pas. Et du coup, ça crée une scène assez drôle qui va aussi nous montrer la rivalité entre ces personnages. T'as aussi un moment, j'aime beaucoup, t'as un tacle envers les fans de Star Wars. Car pour ceux qui ne sauraient pas, Ryan Johnson a réalisé Star Wars 8 qui est juste là. Et notamment, Star Wars 8 était beaucoup critiqué, il s'en est pris plein la gueule. Et du coup, t'as un petit tacle envers les fans de Star Wars que j'ai plutôt bien aimé. Tu vas avoir une personne qui va t'expliquer un plan qui est clairement un plan totalitaire et tout, et après il fait comme dans Star Wars, et donc toi tu t'attends à ce qu'il fasse référence à l'Empire, et lui il fait comme les rebelles, et les deux ils se regardent en mode oh putain, et
J'ai plutôt bien aimé ce petit tacle, voilà, assez fans de Star Wars, mais qui sont genre fans de Trump, alors que bah, les mecs, c'est Palpatine quoi. Donc à un moment donné, je sais pas, réfléchissez. Mais bref, tu vas voir plusieurs choses assez drôles dans le film comme ça. Tu vas avoir du coup une critique aussi la sacralisation d'une personne, parce que tu vas avoir du coup tout le délire religieux, et notamment une personne qui va être traitée comme l'envoyé de Dieu, entre guillemets. Et j'aime plutôt bien cette critique. Encore une fois, une critique plutôt intéressante dans les États-Unis actuels. Bref, je trouve que ça reste un film très sympa. C'est celui qui me plaît le moins de la trilogie, mais je vous le recommande. Ça a toujours ce côté intéressant, ce côté critique et tout ça qu'avaient les deux premiers films. Donc, je vous le recommanderai. Alors, excusez-moi, j'ai dû faire une pause pour changer la batterie de la câble. Le cadre a peut-être un peu changé, je m'en excuse, mais passons au film suivant, L'Âme idéale. Et c'était assez sympathique comme film. J'ai trouvé ça touchant. J'ai trouvé que la relation entre les personnages marchait bien. J'ai bien aimé l'univers. J'ai beaucoup aimé pour le coup l'intro du film. Je trouvais qu'elle expliquait parfaitement les enjeux en fait et la vie de ce personnage et tout. Mais je dois avouer que c'est pas non plus un film qui m'a marqué plus que ça. Voilà, c'est vraiment un film que j'ai bien aimé, mais c'est pas un film dont je me rappellerai particulièrement. C'est un film que je vous recommande quand même, car il y a tout de même des choses intéressantes, mais ouais, ça m'a pas spécialement marqué. Film suivant, Avatar 3, de feu et de cendres. Alors faut savoir que j'aime beaucoup les deux premiers films Avatar, qui sont juste ici. J'aime beaucoup les deux premiers films, mais à chaque fois, les films Avatar, j'ai cet effet où j'adore, je passe une super séance, l'une des meilleures séances et tout. C'est vraiment des super moments, séances ou même chez moi, je trouve ça génial, je suis plongé dans cet univers, je trouve ça fascinant, mais après ils me marquent pas. C'est pas que je les oublie non plus, mais c'est juste que, ouais, ça me marque pas. Et pour le coup, ce troisième film, c'est un peu le contraire. Ma séance, disons, le moment où j'ai visionné le film, c'est peut-être le film Avatar dans lequel j'ai pris le moins de plaisir, mais après il m'est beaucoup plus resté en tête, et je dirais pas non plus que c'est mon Avatar préféré, je sais pas, car c'est vraiment deux sentiments très différents, mais il a quelque chose en particulier. Alors je vais pas vous la refaire, oui les effets spéciaux sont extraordinaires, oui l'univers est très riche, très intéressant, même si cette fois-ci t'as moins cette découverte, et forcément je veux dire si chaque film c'était juste, on va découvrir tel biome de Pandora, tel biome de Pandora, tel biome de Pandora, ça serait pas particulièrement intéressant, donc forcément, on va quand même découvrir des choses, on va découvrir notamment le peuple des vents, voilà, qui sont des marchands ambulants, on va découvrir le peuple du feu, voilà, qui ont leur spécificité et tout, mais c'est beaucoup moins dans la découverte que les deux premiers films, ce qui est pas forcément un défaut, parce que du coup, ça a beaucoup plus concentré sur nos personnages, les enjeux, l'histoire. Alors, l'histoire fait très répéter, il y a pas mal de choses qui se répètent, et c'est quelque chose qu'on pourrait reprocher, mais principalement c'est déjà pour avoir des scènes impressionnantes. Enfin, la scène d'attaque des marchands ambulants, je la trouve vraiment exceptionnelle, je la trouve fascinante. On voit quelques extraits dans la bande-annonce qui sont déjà très bien, mais toute la scène avec le montage, etc., elle passe extrêmement bien, elle est vraiment super. Mais même, ça permet de développer les personnages, et notamment Spider. Il a un développement très intéressant dans ce film, et t'as vraiment des scènes, mais qui vont te mettre les frissons. T'as une scène avec Jake et Neytiri qui est absolument génialissime, et qui est dingue. Franchement, qu'un film grand public ait une scène comme ça, je trouve ça vraiment assez dingue qu'ils osent faire des choses comme ça. Du coup, tu vas avoir un développement hyper intéressant là-dessus. Il y a quand même des choses qui me dérangent, je veux dire notamment Jake et Neytiri, qui sont toujours des connards. Je veux dire, dans le 2 c'était déjà présent, mais genre leurs personnages n'ont plus rien à voir avec les personnages qui étaient dans le premier film. Je veux dire, Neytiri, la fille, elle va littéralement se marier, enfin du moins se mettre en couple avec un humain, et elle est raciste envers les humains. Et Jake, qui est l'un des humains qui a réussi à comprendre ce monde de Pandora, qui a accepté cette culture, qui respecte cette culture et qui en fait partie, il va lui chier dessus tout le long du deuxième film et une grande partie de ce troisième film. Alors, ils vont évoluer et il y a des choses qui vont changer par rapport à ça dans leur comportement, mais ça me pose toujours autant de problèmes que les personnages soient comme ça, alors que c'était pas le cas dans le premier, et que vraiment ça c'est en contresens. Et bon, si on oublie l'incohérence entre guillemets par rapport au premier film, l'évolution est plutôt intéressante. Et c'est pareil avec Kiri et avec Loak aussi. Loak, il a une scène pareil. T'as des scènes dans ce film qui sont vraiment, mais comment c'est possible qu'un blockbuster, voilà, qui est très grand public, je veux dire, les deux premiers Avatars, c'est les plus gros succès au box-office mondial, ça veut rapporter des sous. Comment c'est possible qu'un film grand public ait des scènes comme ça? Moi, je trouve ça vraiment bien d'oser faire ça, et tu vas avoir tout un développement du coup qui va être assez intéressant. Et donc finalement, c'est peut-être le film Avatar devant lequel j'ai passé le moins bon moment, entre guillemets,
mais je pense que c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué parce que ouais, il a des scènes vraiment poignantes, les personnages sont encore plus attachants que dans le deuxième film. Le seul petit problème, je dirais, c'est la bataille finale. Ah, déjà, c'est une énorme répétition du 2. Je veux dire, t'as même un plan, c'est littéralement le même plan que dans le 2. C'est juste un plus gros bateau et un plus gros Tulkun. C'est tout. Et je trouve que t'as un truc qui marche pas parce que le film veut te véhiculer un message pacifique et pourtant, à chaque film, ça finit en grosse bataille à la fin parce que c'est cool d'avoir une grosse bataille. Et je sais pas, je trouve ça moyen, surtout que t'as des moments où t'as l'impression que les navis, ça leur fait plaisir de tuer des gens, alors que, genre, ils sont pacifiques de base, ils peuvent juste vouloir se défendre, ce qu'ils font, mais t'as une différence entre se défendre et prendre plaisir à tuer ton adversaire, enfin, je sais pas, c'est particulier. Et le pire, c'est que c'est même pas que c'est un message contre mon idéologie et tout, parce que, personnellement, je suis d'avis de, voilà, faut régler les choses par la diplomatie et tout ça, mais à un moment donné, la diplomatie, quand t'as un flingue pointé sur toi, ça sert pas à grand chose. À un moment donné, parfois t'as besoin aussi de violence, malheureusement, parce que c'est toujours affreux, tous les actes qu'il y a, mais vers la Révolution française, ça a tué un max de gens, mais la France avait besoin de ça pour pouvoir être plus libre, entre guillemets. Donc en soi, ça devrait être un message qui me correspond, voilà, du côté pacifique, faut régler les choses par la diplomatie et tout, mais à un moment donné, il faut pas se foutre de notre gueule. Et pourtant, ouais, je sais pas trop comment dire, mais ça m'a un peu dérangé dans le film. C'est peut-être aussi par rapport à la répétition, parce qu'à chaque fois c'est ça, c'est un peuple pacifique et à la fin, on va leur éclater la gueule à ces humains. Donc, je sais pas, après oui, je veux dire, évidemment, ils font juste se défendre, mais ça leur fait quand même plaisir de se battre et je sais pas, il y a quelque chose qui me perturbe dedans. C'est le seul truc vraiment qui m'a dérangé dans le film, mais sinon, ouais, je pense que c'est peut-être le film Avatar devant lequel j'ai pris le moins de plaisir, mais c'est celui qui m'a le plus marqué, donc je vous le recommande, franchement. Je comprends pas parce qu'il se fait beaucoup haïr, alors que bah, je le trouve assez bon. Ensuite, La femme de ménage. Encore une fois, ça fait partie de ces films où le vide absolu devant. Je trouve qu'il y a quand même des messages intéressants dans le film, mais l'histoire n'est pas particulièrement prenante. Tu vois à moitié venir le retournement. Pas totalement, mais une partie du retournement, je le voyais venir. T'as quand même certaines facilités dans le film. T'as pas grand chose d'intéressant, artistiquement parlant. Je veux dire que ça soit de la mise en scène. Dans les décors aussi, t'as une grande maison et tout, mais les décors sont pas particuliers. Il n'y a pas grand chose d'intéressant. À la limite, t'as une reproduction en maison de poupée de la maison qui va être plutôt bien et qui va servir à un moment, mais même ça, c'est pas particulièrement présent, c'est pas particulièrement utilisé. Et ouais, je trouve que la tension marche pas spécialement et ouais, je m'en foutais un peu. La fin, vraiment, t'as une résolution assez facile, je trouve. La musique dans le film, c'est vraiment le cliché, mais vraiment des musiques de films. C'est très cliché. Le film en général est très cliché. Voilà, c'est un film, j'ai hésité à mettre dans mes flops, mais je l'ai pas mis parce que en fait, c'est même pas que je l'aime pas, c'est juste, je m'en fiche quoi. Aucun intérêt. Ça a au moins un message intéressant, pas forcément bien exploité et tout, mais ça a au moins un message intéressant qui est important, voilà, je pense, à transmettre et tout. Donc, le succès des films aura au moins permis ça. Malheureusement, il y aura des suites que je n'ai pas forcément envie de voir. En plus, j'ai vu le film en VF et vraiment la VF de Sydney Sweeney, je trouve qu'elle marche pas du tout, mais vraiment. Je trouve, alors que pour le coup, j'ai vu aucun film avec Sydney Sweeney, je crois. Je ne sais plus. Donc je sais même pas vraiment à quoi ressemble sa vraie voix, mais je trouve que la VF ne marche pas du tout, mais vraiment pas. Donc voilà, vraiment rien à retirer de ce film. Et nous pouvons passer au dernier film de cette vidéo, En garde. Comme Transamazonia, ça fait partie de ces films que je suis allé voir aléatoirement juste pour voir un film et tout ça parce que j'avais le temps. Et c'était plutôt sympa. C'est du coup un film taïwanais qui va être sur la relation, disons, entre deux frères. Et notamment qui va se développer grâce à l'escrime que les deux ont pratiqué. Ça va traiter différentes choses et je pense que le message principal, c'est surtout une critique, disons, des sociétés asiatiques, de la norme, entre guillemets, de respecter cette norme. Alors, je m'y connais pas assez, notamment par rapport à Taïwan, mais je sais qu'en Chine, au Japon, en Corée, c'est quelque chose de vraiment, bah, t'as le cliché du Japon, de l'honneur et tout ça, mais de quelque chose de faut rentrer dans les cases, faut vraiment faire bien, faire bonne figure. Et le film va critiquer ça, va critiquer ce besoin absolu de faire bien présenter et tout. Parce que notamment, le grand frère va aller en prison parce qu'il a tué quelqu'un en fait à l'escrime.
et on sait pas si c'est un homicide volontaire ou involontaire. Ça va se développer au fur et à mesure du film, et où du coup la mère en fait va être dans le déni et va faire croire que son autre fils est en études aux États-Unis. Tu vas avoir aussi le petit frère qui va être homosexuel. Tu vas avoir aussi un message par rapport aux maladies mentales. Et du coup, j'ai vraiment l'impression que c'est une critique, entre guillemets, vraiment de ce truc de vouloir faire bien, de vouloir pas paraître ceci, pas paraître cela. Et c'est plus intéressant sur les différents points de vue, c'est assez bien développé. T'as une mise en scène qui est assez bonne, notamment pendant les combats d'escrime. J'ai vraiment trouvé les combats assez intenses et tout ça, t'es vraiment pleinement plongé dedans. Tu vas avoir aussi certains jeux, certains angles de caméra qui du coup vont permettre de cacher certaines choses, certains personnages. Bref, c'est un film que j'ai trouvé assez intéressant et je vous le recommande. C'est la fin de cette vidéo, voilà, je m'excuse, j'ai été très longue à la monter, j'ai pris 3 mois pour la faire, je m'en excuse. J'ai eu énormément de mal à la monter pour différentes raisons, notamment j'ai beaucoup de tics de langage. J'ai supprimé pas mal de choses, mais ça se voit encore, notamment le voilà que j'ai beaucoup répété. Et ça m'a saoulé déjà pendant le tournage, je m'en suis rendu compte et ça me saoulait, mais au montage, j'avais vraiment du mal en fait à me voir et à m'entendre. Voilà, il y a aussi d'autres choses qui sont arrivées dans ma vie qui ont fait que j'avais moins de temps pour moi. Malgré ça, j'aurais pu monter la vidéo beaucoup plus rapidement. Je m'en excuse. Je continue les vidéos rétrospectives Pixar, que voilà, ça continue toujours. Il y a eu juste 1 ou 2 semaines où il n'y a pas eu depuis les dernières vidéos. Et faut vraiment que je reprenne les vidéos rétrospectives Spielberg. J'essaye, peut-être pas cette semaine, peut-être la semaine prochaine, de voilà faire. Du coup, ça sera sur Amistad. En grosse vidéo, j'en aurai 2 prévues cet été. Voilà, 2 prévues en juillet. En août, peut-être, je verrai. Peut-être en juin, je vais faire, vous savez, le calendrier de l'avant. Enfin, du coup, pour remplacer le calendrier avant, faire pendant un mois, un jour, un film. Si j'arrive à tenir les délais, je ne promets rien. Peut-être j'y arriverai pas et donc que ça sera repoussé à plus tard. Je vais faire de mon mieux, mais voilà, j'espère vous retrouver bientôt, tout simplement. Vous pouvez du coup me suivre sur Instagram et TikTok. Me suivre sur Letterboxd, aussi me suivre sur la chaîne Twitch où voilà, j'ai fait qu'un live pour l'instant qui était sur les Césars où je me suis fait strike, mais voilà, je compte peut-être faire d'autres lives à l'avenir, à voir, je verrai. Bref, encore désolé d'avoir mis autant de temps à faire cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire vos avis sur les différents films de l'année, dites-moi voilà ce que vous avez pensé de cette année en général, que encore une fois moi j'ai trouvé pas terrible. Et puis voilà, nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo. Au revoir.